Bienvenue dans l'émission Ombre et Lumière, l'émission qui pousse les femmes, les hommes à sortir de l'ombre pour atteindre la lumière. Vous connaissez la définition de la lumière, les lumières. Vous savez que c'est lorsqu'on sort d'un obstacle, d'une épreuve, d'une blessure de l'âme, de difficultés, et qu'on cherche à trouver la lumière et qu'on l'atteint. Et la lumière, vous savez, c'est la définition de l'épanouissement personnel. Les lumières, sachez que j'ai une information importante à vous donner. Sachez que à partir du 31 août, je ne produirai plus les épisodes de l'émission Ombre et Lumière. Vous savez, YouTube a ses conditions et selon les thématiques qu'on aborde, il y a énormément de vidéos qui ont été démonétisées. Et c'est à la suite de ça que malheureusement, l'émission, le média a un coût qui fait que je n'arrive plus à pouvoir financer à mon niveau toute seule les épisodes. Donc, je vous appelle à participer à une cagnotte que j'ai mis en place. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo et de toutes les vidéos qui vont être diffusées. Donc, je compte sur vous, les Lumières, pour partager ce lien, pour partager cette cagnotte, de participer. Mettez le prix, 5, 10, 15, 20, 500, 1000, 5000, peu importe la somme. Investissez, parce que c'est une émission d'impact, c'est un média qui pousse les gens à se relever, à aller plus haut, plus loin, et surtout changer nos habitudes qui sont des habitudes dysfonctionnelles. Donc, si vous voulez changer le cours de votre vie, le cours de la vie de vos enfants, ou bien tout simplement améliorer les conditions de notre société, je vous appelle vraiment à participer à cette cagnotte. Nous, ensemble, serons les sponsors de ce média durant une année. Ma Lumière, comment tu vas? Ça va, super, merci Fatou. Ça va? Super. Tu es une anonyme, donc je ne vais pas donner ton prénom. Mais est-ce que tu peux nous donner ton âge? Alors, j'ai 39 ans. T'as 39 ans? Oui. Je sais pas ton âge, mais tu es en forme. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire ton travail? Alors, je suis informatrice jeunesse sur une ville dans le 91. C'est quoi, informatrice jeunesse? Ça concerne En fait, j'accompagne les jeunes de 13 à 29 ans qui sont en recherche de réponses par rapport à des questionnements qu'ils ont sur plein de domaines de la vie, c'est-à-dire l'emploi, la formation, la santé, l'accès aux droits, la mobilité. Ouais, c'est un point information. Exactement. Quand tu as besoin d'avoir un peu plus d'informations. Exactement, c'est tout à fait ça. Pour améliorer les conditions des jeunes. C'est ça. Okay. Et mon métier de base, je suis conseillère en insertion sociale et professionnelle. D'accord. C'est un peu toutes les personnes qui travaillent tous comme mission locale. Exactement, j'ai travaillé en mission locale, France Travail. C'est tout à fait ça. Donc je comprends, tu es vraiment avec les jeunes. Exactement. Ok. Est-ce que tu peux nous dire à peu près où tu vis? Alors moi, j'habite dans un département d'Île-de-France, dans le 91. D'accord. Tu es née ici en France? Je suis née en France, je suis née sur Paris. D'accord. Tu es de quelle origine? Je suis malienne. Ah, ok, on va se comprendre, j'ai des origines maliennes, c'est pour ça que je dis ça. Ok, tu veux nous faire partager ton ethnie ou pas? Oui, je suis Bambara. D'accord, des deux parents. Ok. Raconte-nous ton histoire, ma Lumière. Alors moi, je suis venue aussi aujourd'hui, c'est pour raconter mon histoire, ma relation toxique que j'ai avec ma mère. Ah, ça change. Donc, encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui me touche énormément. Donc, c'est compliqué, mais c'est un challenge pour moi de venir raconter cette histoire. Parce que dans nos cultures, en fait, on va le dire comme ça, mais ça se fait pas, en fait, d'être en conflit avec sa propre mère, celle qui nous a donné la vie. Je confirme. Donc voilà. J'ai une petite question. Ta maman est aussi malienne? Elle est malienne, c'est ça. Elle est Bambara née, aussi? Elle est Bambara. Elle est née au Mali, mais elle est arrivée en France à l'âge de 12 ans. Donc, elle connaît bien la culture française. Ah oui. Oui. Ah oui, donc l'impact est encore autrement. Exactement, voilà. Parce que c'est quelqu'un qui comprend la mentalité de la France. C'est ça. Ok, vas-y, je t'écoute. Alors, raconte-nous déjà ton enfance, pardon. Alors moi, mon enfance, en fait, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis née sur Paris. J'ai grandi dans le 20e jusqu'à mes 8 ans. Donc, avec mon père et ma mère, mais en fait, à un moment donné, vers l'âge de 4-5 ans, ça allait plus... quand moi, j'avais 4-5 ans, ça allait plus dans leur couple. Donc, ils ont divorcé. D'accord. Et à l'âge de 8 ans, j'ai déménagé dans le 93 avec mon frère et ma sœur. Et ma mère, suite à ce divorce, et également à la qualité de vie qui n'était plus adaptée à notre famille, malheureusement. D'accord. Ok. Tu en sais un petit peu sur leur motif de leur divorce ou pas du tout? Alors, ça va être vraiment le fil conducteur de mon histoire, c'est que tout ce que je vais raconter, ce sont que des suppositions parce que j'ai jamais eu concrètement de face à face direct avec ma mère pour qu'elle m'explique qui je suis, qui nous sommes
voilà. D'accord, je vois. Donc, Alors, vas-y, en gros, raconte-nous. ça allait pas parce que il y avait de la fidélité du côté de mon père, parce qu'il a laissé son ressource. Et de base, de toute façon, c'était un mariage arrangé par sa sœur. Donc, elle s'est mariée à l'âge de 18 ans avec mon père. Et donc, déjà, ça avait mal commencé. Il n'y avait pas d'amour entre eux. Ouais. Et le fait qu'il soit pas, entre guillemets, là pour elle, ça, voilà. D'accord. Ça, mais bon, ils ont quand même eu 3 enfants ensemble. Donc, ça veut dire ils ont fait quand même pas mal d'années ensemble. Moins de 10 ans, oui. Ah bon, on se connaît, les mamans africaines, on se connaît. Ça. En 10 ans, nous, on fait nos 3 enfants, c'est vrai. Ok. C'est ça, exactement, ça a été très vite. D'accord. Ok, on t'écoute, ma lumière. Raconte-nous vraiment ton histoire. Donc, à 8 ans, vous déménagez dans le 93. Oui, voilà, c'est ça. On déménage dans le 93, donc moi j'ai hyper peur parce que je comprends pas. Encore une fois, ma mère, elle nous explique pas. Elle nous dit juste que on va partir dans le 93 parce que l'appartement qu'on a sur Paris, ils vont le détruire parce qu'il est insalubre. Donc, avec mes frères et sœurs, on y va. On s'installe. C'est très compliqué parce qu'on a quand même comment dire ça, des préjugés sur le département. On dit que c'est un département où il y a beaucoup de banditisme et tout. Donc, avec mes frères et sœurs, on se dit, est-ce qu'on va réussir à s'en sortir? En plus, on sait qu'on peut pas trop aussi donner nos craintes à notre mère. Elle nous dit de faire, on fait. On n'a pas le choix. Voilà, aussi, nous, exactement. Ça a toujours été comme ça. Elle nous dit de faire quelque chose, on pose pas de questions, on le fait. Donc, on est arrivé sur 93. Franchement, ça s'est hyper bien passé. Je suis arrivé, j'étais en classe de CE2. Donc, voilà, j'ai poursuivi ma scolarité. Ça a été hyper bien. J'ai une question. Oui. Je te coupe encore. Quand tu arrives dans le 93, donc tous tes a priori, toutes tes appréhensions... Ah, ça saute. Ça saute? Ah oui. En réalité, ça se passe plutôt bien. Mais oui, c'est là que je me suis sentie chez moi, en fait, au final. Vrai. Ah oui. Franchement, j'ai rencontré de toutes les origines, tous les statuts sociaux. Donc, franchement, c'était incroyable. J'avais une liberté de sortie aussi, parce que sur Paris, on ne peut pas sortir comme dans le 93. Donc, ah oui, moi, c'était la renaissance pour moi. Et pourtant, on était au quartier. Exactement, un vrai quartier. Un vrai quartier en plus. Très compliqué, sur une ville à Pantin. Magnifique ce que tu dis, parce que même si c'est pas encore l'heure de poser trop de questions, mais c'est en gros, malheureusement, on a parfois une sale image du quartier. C'est ça. Alors qu'en fait, tout le monde ne vit pas mal au quartier. Ah non, moi, ça m'a vraiment aidé à supporter tout ce que j'ai supporté. Hein. On y va en avance alors. Ouais. J'adore. Donc oui. Voilà, donc du coup, comme je te disais, ma scolarité s'est hyper bien passée. J'étais très bonne élève. Parce que, et ma mère, j'ai oublié de le dire, ne sait pas lire, ne sait pas écrire. Donc, j'avais pas le choix. Donc, on est arrivé, on a pris en train cette nouvelle vie qui nous attendait. Ma mère a rencontré quelqu'un, un monsieur d'origine sénégalaise. Oui. Donc, on s'est dit qu'on allait avoir un petit peu de repos parce que c'est quand même quelqu'un qui a tendance à stresser, à être très nerveux. Donc, on s'est dit, bon, ça va lui faire du bien. Et au final, vous verrez qu'avec les années, non, pas du tout, ça a été pire. Mais voilà, elle a rencontré quelqu'un, il nous a aidé un petit peu à nous installer, il nous a aidé financièrement également, parce que ma mère, elle ne travaillait pas, comme je vous l'ai dit, elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire. Et aller faire des ménages pour elle, c'était un petit peu compliqué par rapport à son image. C'est une très grande dame qui aime beaucoup, les belles choses. Elle aime beaucoup, c'est ça, elle aime beaucoup s'habiller. Bambara. Et elle assumait pas aussi ce côté-là de pas savoir lire, de pas savoir écrire. Donc c'était, voilà. Donc le fait de rencontrer cet homme, qui lui aussi était un peu dans les mêmes standards, ça lui a redonné un petit peu confiance et goût à l'amour, parce qu'avec mon père, c'est parce qu'elle a pas eu ça du tout. Ouais. Donc les années sont passées. Et c'est vrai que cet homme commençait à prendre un peu trop de place. C'est-à-dire qu'elle nous a énormément délaissés. On a commencé à avoir justement des règles qu'elle nous imposait, qu'on ne devait pas sortir de la chambre avant 14 heures. Parce que, nous, on l'appelait tonton. Parce que tonton était là. Au niveau des repas, on voyait que quand c'était lui, elle allait faire des courses extraordinaires, elle préparait. Alors que quand c'était nous, c'était cordon bleu, pizza. Ça s'arrêtait là. Et quand elle était un peu contente des pâtes bolognaises, mais c'était vraiment... on avait je me rappellerai toujours, on avait une télé en fait qui était en forme de coffre et elle fermait à clé. Ouais, et donc du coup, tant qu'elle n'avait pas, elle s'était pas réveillée avec tonton, on devait rester dans notre chambre, et pour qu'on puisse bien respecter cette règle, elle fermait la télé. Elle fermait la télé. Donc, quel est l'objectif derrière ça? J'arrive pas à comprendre. Qu'elle puisse en fait vivre son amour comme si elle n'avait pas d'enfant. Parce qu'il faut savoir en fait que déjà d'avoir les 3 enfants d'affilée, mon frère elle l'a eu à 20 ans, moi à 22 et ma soeur à 24 ans. Ah oui, elle n'assumait pas. Trop lourd d'un coup. Trop lourd d'un coup, elle n'assumait pas. Et pour encore aller plus loin, en fait, ma mère, je l'appelle pas maman, je l'appelle par son prénom. C'était un choix de sa part? Alors je l'ai pas su maintenant.
enfin, je l'ai pas su tout de suite, pardon. Je l'ai su après qu'elle voulait qu'on l'appelle par son prénom pour pas que les gens pensent que c'était notre mère. Mais plutôt notre babysitter ou notre grande sœur. Donc ça, c'est pour ça que je l'ai su après pourquoi en fait on ne l'avait jamais appelée maman. Et en fait, elle assumait pas d'avoir ces enfants-là. Donc, comme mon tonton venait à la maison, parce que lui, il avait son appartement. Et comme je comprends mieux. Voilà. Donc, du coup, elle préférait qu'on se fasse les plus petits possibles. Voilà. Pour pas qu'on les dérange, entre guillemets, dans leur vie amoureuse. Tout simplement. Donc là, ça commençait à être un peu lourd. Mais comme on était petits, on n'avait pas notre mot à dire. On encaissait et on sortait énormément à l'extérieur. Moi, quand je dis que je suis une fille de la rue, je l'assume haut et fort et j'en suis hyper fière parce que c'est ce qui me... Voilà, ça m'a vraiment forgé, ça m'a formé, ça m'a sauvé. Donc, ouais, ça m'a vraiment aidé. J'ai pu squatter, hein, le terme, je vais le dire parce que squatter, c'est pas péjoratif, mais tous les maisons de quartier, toutes les sorties qu'il y a pu avoir, parce que, en fait, le quotidien, à la maison, il commençait à être invivable, en fait. Et comme ma mère est une personne très jalouse et très possessive, et elle est dans l'exclusivité, donc avec, si on peut appeler ça comme ça, mon beau-père, il y avait énormément d'histoires. Et du coup, à un moment donné, en grandissant, vers l'âge de 11-12 ans, malheureusement, j'ai été affiliée à ces histoires, c'est-à-dire que j'étais la personne qui écoutait les histoires de ma mère et qui devait être avec ma mère et qui devait l'aider à espionner mon beau-père et qui devait aider à aller chez lui, regarder par les buissons s'il recevait des femmes. Voilà. Et donc, du coup, j'ai été impliquée dans tout ça et je devais le faire parce que, voilà, c'était ma mère et parce que j'avais pas le choix. Donc, pendant qu'il se lavait, comme elle sait pas lire, elle sait pas écrire, je devais aller avec elle dans la chambre, rapidement prendre le portable de mon beau-père, regarder s'il n'y avait pas des messages. C'était vraiment très compliqué, mais encore une fois, pour vraiment avoir l'amour de ma mère, parce que ma mère, c'est une personne qui n'est pas du tout démonstrative. Il fallait constamment aller chercher son amour. Je le faisais parce que je me suis dit, au moins, elle va être contente de moi, elle va être fière, elle va voir que je suis de son côté. Donc, je le faisais sans réfléchir, en fait. Je le faisais sans réfléchir. Après, j'ai commencé à grandir, 14 ans, 15 ans. C'est là où j'avais plus de liberté aussi pour sortir. C'est là où ça a été compliqué. Là, avec ma mère, elle a toute la haine qu'elle pouvait avoir. Elle l'a fait ressortir. Hein. C'est-à-dire qu'elle m'insultait. Dès que je dépassais un petit peu l'heure, j'étais une pute. Voilà, ça, en plus, c'est chez nous, ça. Hein. Voilà, ça vient vite, cette parole. Exactement. Moi, les putes, ça reste pas chez moi. C'était vraiment très, 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 très compliqué d'entendre tous ces mots. Mais encore une fois, comme dehors, j'avais les amis pour compenser tout ça. J'avais vraiment un groupe d'amis très solide. Après, quand tu as insulté, c'était à quelle heure tu rentrais? Alors moi, je jouais sur le système à 14-15 ans, ça allait encore, je rentrais avant 23h. Ça restait quand même... Voilà. Hein. Mais il faut savoir que depuis Paris, en fait, on est toujours resté dehors. C'est-à-dire qu'à 6 ans, j'allais à l'école toute seule. C'était son habitude, en fait, de vous laisser dehors. Exactement. Moi, à 6 ans, j'allais à l'école toute seule. En CP, j'allais à l'école toute seule. Ouais, donc en fait, c'est hypocrite. Voilà. J'avais pas compris, parce que je dis pas que c'est légitime qu'elle t'insulte comme ça, mais... C'était pas quelque chose qui est venu du jour au lendemain. On va pas se mentir qu'il y a beaucoup de jeunes, quand ils restent tard la nuit, ça fait bordel. Exactement. Donc... les parents, par peur, ils se disent, voilà, mon enfant, ça peut faire n'importe quoi dehors. Voilà. Non, c'était vraiment pas par peur. Mais là, c'est pas la même chose. Voilà, c'était son habitude de vous laisser traîner, excuse-moi du terme, mais en gros, de vous laisser dehors. Donc, en fait, là, c'était hypocrite de se dire... C'est ça. Et plus je grandissais, plus on pouvait dire des choses sur moi. Les mamans du quartier pouvaient me voir. Et ça jouait sur sa réputation. Elle, c'était vraiment ça qui comptait. C'est différent. Ah oui, c'était pas de savoir ce qui m'arrivait. C'est pas de la peur. Non, ma mère, même quand j'ai commencé à avoir un portable, donc à 15 ans, elle ne m'a jamais appelé pour savoir où j'étais ou quoi. Ah non, on était dehors, elle donnait encore, quand elle allait bien, elle donnait un horaire pour entrer, quand elle allait mal, elle s'en foutait royalement. Donc non, c'était vraiment par rapport à elle. J'ai compris ma lumière. Et du coup, vraiment, ma vie, elle a commencé à basculer vers 14-15 ans. Mais encore une fois, je me suis dit, c'est pas grave. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai les amis pour. Au niveau de la scolarité, ça se passe bien. Donc, il n'y a pas de raison pour qu'entre guillemets, elle puisse m'atteindre à ce point-là. Elle peut dire ce qu'elle veut. Moi, je sais que je suis une fille qui est bien, en fait. Je fais pas n'importe quoi dehors. Moi, si je suis dehors, c'est juste que j'ai besoin d'oxygène. J'ai besoin de m'amuser, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de vivre, tout simplement, parce que je n'ai pas à la maison. Donc, ça rentrait, ça sortait, on va dire ça comme ça. Bravo. Donc, entre-temps, elle s'est mise avec mon beau-père
en 1995, donc j'avais à peu près 8-9 ans, on va dire ça comme ça. Pas de longtemps après votre déménagement? Voilà, en fait. pas longtemps. Ben, je pense même qu'ils étaient ensemble avant le déménagement, mais bon, comme je vous ai dit, tout est secret chez moi, donc j'aurais pas de date précise, mais voilà, elle s'est mise avec ce monsieur-là à ce moment-là, et au bout de 7 ans de relation, ils ont eu un enfant. Sauf que lui... Ah oui, quand même, ils ont duré. Lui, ils ont duré, parce qu'il ne voulait pas, parce qu'en fait, il avait une autre relation aussi à côté. Ah. Et voilà. Et donc, du coup. Donc, elle n'était pas si folle que ça, ta mère. Hein. Voilà. Elle n'était pas si folle que ça. Donc, au final, elle avait bien raison. Ouais. Et en fait, il a enceinté les 2 personnes en même temps. Il a duré en plus avec les 2. Hein. Il a duré avec les 2. Et voilà. Donc, ma mère est enceinte de mon petit frère. Et la maîtresse de mon beau-père est enceinte également. Donc, ils ont quasiment accouché en même temps à 1 mois d'intervalle. Son beau-père avait marié ta mère? Alors, moi, je l'ai su qu'après, mais apparemment, ils avaient fait un mariage religieux à distance en Afrique. Oui, d'accord, donc oui, ils étaient mariés. Mais au bout de combien de temps, je sais pas. Je sais pas si c'était avant la naissance de mon petit frère ou après. Mais en tout cas, ils se sont mariés religieux quand même. Hein. Voilà, ça exactement. Go, hein. C'est ça. Donc, je sais pas si c'était avant ou après le mariage religieux ou pas. Mais en tout cas, voilà, ils ont eu mon petit frère. Donc, elle, je pense que dans sa manière de voir le couple, elle s'est dit que forcément les enfants, ça rapproche. Mais c'est quand elle a su qu'il avait également eu un autre enfant, donc là, elle a vraiment pété son câble. Et moi, ça a joué en fait sur moi parce que je me suis dit, mince, moi, j'ai pas envie de m'occuper d'un petit frère. J'ai 15 ans, ça commence à... Voilà. C'est l'âge où on commence à rentrer dans la vie active, on va dire ça comme ça. Je passe au lycée, c'était une autre scolarité. De temps en temps, mais pas tout le temps. C'est ça. Vrai. Donc moi, j'ai pété mon petit câble, même si j'étais très bonne scolairement, j'ai pété mon petit câble. J'ai commencé un petit peu à sécher les cours, à pas prendre ma scolarité au sérieux, donc j'ai redoublé ma seconde. Donc ma mère, ça faisait beaucoup pour elle. Hein. Le fait déjà d'une qu'elle a un enfant en bas âge, avec un beau-père absent, qui en plus de ça a un autre enfant à côté, elle doit se débrouiller seule. Et puis moi, je joue pas le jeu, je suis une enfant qui est compliquée, qui sort tout le temps, qui travaille pas à l'école, qui redouble, qui me fait la honte, parce que du coup, quand les profs lui ont dit que moi je cachais en fait. Quand j'avais les absences, c'est plus comme maintenant avec Pronote où les parents sont alertés maintenant. C'est que moi, je cachais, je signais moi-même et puis basta. Oui, la vraie, et à la fin de l'année, voilà, à la fin de l'année, quand ils ont su tout ça, eh ben, ils se sont dit. Il y a un problème, les parents, ils voient pas. Voilà, il y a un problème, exactement, ils voient pas. Donc, ils ont tout dit à ma mère. Ma mère, elle était vraiment choquée. Mais elle s'est pas remise en question. Elle s'est pas dit, oui, ben, en fait, c'est parce que j'étais pas là pour eux, en fait. C'était ma faute. Donc, ce jour-là, elle m'a énormément frappée. Ouais, c'est un jour où je m'en rappellerai toute ma vie parce que elle nous frappait, hein, surtout mon grand frère. Ah oui, elle nous frappait, elle nous insultait, ça c'était notre quotidien. Surtout mon grand frère. Moi, j'arrivais à un moment donné, j'ai ce côté très maligne où j'arrivais à savoir quand est-ce qu'il fallait pas trop déborder. Mon frère, non. Donc lui, s'est mangé beaucoup de coups. Mais là, ce jour-là, voilà, les garçons, ils en mangent. C'est ça. Ce jour-là, par rapport au fait qu'on annonce que je redouble, en fait, tu vas comprendre que tout au long du truc, c'est jamais vis-à-vis de moi, c'est toujours vis-à-vis d'elle. Donc là, c'était la honte pour elle, c'est une maman célibataire, ben, elle s'occupe pas de ses enfants et son enfant redouble. Donc elle a vu les choses comme ça. Elle s'est pas dit qu'elle a des complications. Elle a pas cherché à comprendre, entre guillemets, qu'est-ce qui s'est passé, ma fille. T'es passée de bonne élève à élève absentéiste. Donc, encore une fois, voilà. Je me suis ressaisie parce que j'avais pas le choix. J'ai très peur de ma mère jusqu'à aujourd'hui. Je me suis dit, bon là, comment elle m'a bien fracassée, j'ai pas envie que ça recommence une deuxième fois. Donc j'ai fait ma scolarité, mais j'étais blessée en fait. Je me sentais seule et il faut savoir en fait qu'aussi au niveau du corps, j'étais très développée. J'étais très développée, donc du coup j'avais du mal à assumer. Bon, je plaisais aux garçons, mais je plaisais pas qu'aux garçons. Je plaisais aux garçons aussi parce que j'avais des formes et qu'à cet âge-là, ça les hormones. Voilà, ça les titille. Et ma mère à un moment donné, elle sentait bien quand on allait faire les courses ensemble. Qui avait un peu plus de regard sur moi et ça la dérangeait. Ouais. Et du coup, ce qu'elle a commencé à faire, je ne sais pas si tu sais, les cuillères en bois pour faire la bouillie. Oui. Elle a commencé en fait à appuyer sur mes seins pour éviter que mes seins sortent. Oui. Elle a commencé à me dire comment m'habiller et surtout, voilà, tous les soirs, j'avais le droit. Et ça faisait hyper mal. Elle m'appuyait. Mais ça fait hyper mal. Ouais. Non, mais c'est dingue. Hein. Ouais, là, c'était fort, là. Ouais. Et elle m'appuyait en fait dessus tous les soirs et elle me disait tu fais attention, tu mets pas ça parce qu'après les garçons ils vont te regarder pour ça et aussi parce que je pense que je grandissais, elle voulait pas que mon beau-père me regarde. Oui, elle a peur de ça. Voilà, elle a vraiment peur
comme je l'ai dit, c'est une personne, c'est une belle femme, hein, donc je pense qu'elle voulait aussi que le regard soit porté que sur elle. Ouais, parce qu'elle avait un regard biaisé. C'est ça. Puisque si la personne a toute sa faculté, elle va pas mater ta fille, tu vois. C'est ça. Et si tu le captes, tu sais que tu vas porter plainte contre lui et ciao, tu vois. Et pour aller plus loin, en fait, comme elle a vu que bien évidemment sa technique de la louche sur les seins, ça fonctionnait pas, on a pris rendez-vous avec une chirurgienne esthétique et du coup, pour réduction des seins. Elle a attendu mes 19 ans, ouais. Elle a attendu mes 19 ans. Et du coup, on a pris rendez-vous, réduction des seins. Donc, je suis passée à un bonnet D, à un bonnet B. Et encore, elle voulait qu'on enlève plus que ça. On t'a vraiment enlevé de la poitrine? Ah oui, on m'a tout enlevé. Elle a trouvé quoi comme excuse pour le faire? Ben, elle disait que j'avais mal au dos, que c'était trop compliqué pour moi. Ouais, t'avais trop peur de dire non? J'avais trop peur de dire non. Et je me suis dit, voilà. J'avoue, c'est hard, ce que tu me dis là. Ouais, et moi, j'ai du mal à voir que c'est hard. Hein. J'ai vraiment du mal. En plus, 19 ans, t'es plus une mineure. Ça veut dire que vraiment, c'est de la manipulation. Là. Oui, elle attendait juste que je passe mes 18 ans pour faire les démarches. Donc, je suis partie me faire opérer dans le 16e. Elle a préféré payer une opération. Alors, j'ai pas payé parce que du coup, comme effectivement, j'avais une poitrine assez développée, la sécurité sociale, si on enlevait plus de 500 grammes par sang, enfin, je sais plus c'était combien. Ouais, ça passait. Ça passait, voilà, via la CMU, etc. Donc, elle a rien payé. Ah non, si je pense qu'elle aurait dû payer, non, elle aurait continué la louche. Donc, elle s'est bien renseignée. Le médecin traitant, elle a dû lui dire, mais vous savez, pour votre fille, vous pouvez la faire opérer. Je sais pas ce qui s'est passé, comment elle a eu les informations, parce que moi-même, franchement. Mais t'avais vraiment pas mal, toi, à ton niveau? Alors, justement, c'est ce que j'allais te dire. C'était atroce. La douleur insupportable. Du poids de ta poitrine? Non, de ce qu'elle faisait. Pardon, après l'opération en fait. Parce que avant, moi en fait, c'est vrai que j'avais une poitrine et elle tombait. Et je pense qu'esthétiquement aussi, ça l'a dérangée. Elle se disait peut-être que j'allais pas trouver quelqu'un. Mais au final, c'était pas catastrophique. Mais sur le moment, c'est pas catastrophique. Hein. Voilà. Mais sur le moment, en fait, on croit tout ce que notre mère elle nous dit. Moi, elle me disait non, mais tes seins ils sont trop gros. Tu vas tomber que sur des garçons en fait qui vont t'épouser pour tes seins. C'était vraiment que des choses comme ça. Hein. Elle avait des gros complexes. Voilà. Elle est grossophobe. Ça aussi, il faut le savoir. Donc, elles sont beaucoup gros, comme ça. Tout ce qui est gros et grand, elles supportent pas. Elles sont beaucoup comme ça, nos mamans. Elles sont beaucoup grossophobes. Oui. Pardonnez-moi. Hein. Pourquoi tu généralises? C'est un constat que je fais dans la communauté. C'est peut-être pas vrai, mais c'est un constat. Elles sont grossophobes. Moi, et pourtant, elles vendent les courbes, mais en même temps, elles n'assument pas les courbes de leur enfant. Ah non. Et moi, je suis d'accord avec toi. C'est un truc que j'ai constaté. Quand je vais au bled, tout le temps, on me le dit, oh, t'as grossi. Oui, oh, non, voilà. Donc, chez les Sénégalais, c'est deux fois patate. Tu vois, t'as des expressions très crues. Grosses, tu vois. Ils ont un vrai problème avec les femmes fortes. Oui, et pourtant, ils aiment les courbes. C'est ça. Et pourtant, soi-disant, voilà, les hommes aiment les courbes. Les hommes aiment les courbes, mais elles ont du mal à avoir leur enfant, leur fille avec des courbes. Et pourtant, elles adorent de dire, ah, ma fille, t'as vu, elle a des fesses. Oui, c'est contradictoire. C'est vraiment toujours contradictoire. C'est toujours ambigu. Oui. Ça dépend comment, voilà, où sont placées les formes, comment la personne s'habille, comment, voilà qu'est-ce qu'elle en fait, quoi. C'est ça, qu'est-ce qu'elle en fait, et elle, en fonction de son regard, et c'est trop souvent envers leur mari. C'est ça. Oui, aussi leur mari, leurs amis. Ouais, voilà, c'est envers elles, en fait. Ouais, c'est envers elles. Elles ont peur. C'est ça. Mais en même temps, elles sont fières. Il y a de la peur, c'est ça. Et j'adore. Et moi, du coup, quand elle m'a dit qu'il fallait faire l'opération, moi, je la crois. J'ai pas envie de me retrouver avec un homme qui m'épouse que pour mes seins, ou me retrouver. Et je faisais du basket à ce moment-là aussi, donc c'est vrai que ça me pesait un petit peu. Je devais mettre 2 brassières pour éviter que mes seins se baladent un petit peu à gauche et à droite. Donc moi, quand elle m'a proposé cette opportunité, je l'ai saisie, sans m'en rendre compte ce que j'allais douiller derrière comme pas possible, sans m'en rendre compte que j'allais me retrouver avec des cicatrices kéloïdées incroyables. Pour expliquer un petit peu, les kéloïdes, c'est des cicatrices en fait qui cicatrisent mal, donc du coup ça fait des grosses cicatrices boursouflées. Vous pouvez le voir des fois chez des hommes qui ont des cicatrices au niveau de la barbe, elles ont des grosses boules, ça s'appelle des kéloïdes. Et moi j'ai eu ça au niveau de mes seins. Donc moi je me suis dit, mais mince, elle m'a mis dans un bourbier, comment je vais faire? Je pense qu'un homme il préfère une femme avec des gros seins qui tombent un petit peu qu'une femme avec des seins déformés. Je me suis dit, oula. Donc ça m'a été mon premier traumatisme. Premier traumatisme, en fait. Je me suis dit, non, mais là, ça va trop loin. Elle a détruit mon corps, ça va trop loin. Elle a détruit mon corps. À cause d'elle, alors là, j'ai commencé à me cacher. Hein. Au basket, je me lavais carrément en short et en t-shirt. Les gens ne comprenaient pas. C'était le grand secret mondial aussi. Hein. Je l'avais dit à personne, je l'avais dit à aucune amie. Je me suis dit, mince, là, comment tu vas faire? Donc après, j'ai pu faire une reprise en 2010. Et Dieu merci.
Mais ça n'a pas changé grand-chose. Le médecin a dit que c'était trop abîmé pour pouvoir récupérer. Ah oui. Le pire, c'est que quand c'est remboursé, des fois, c'est pas forcément les meilleurs praticiens qui Exactement. utilisent. Mais pourtant, on est parti dans le 16e, donc on s'est dit, voilà. Mais au final, les filles, ça veut rien dire les arrondissements. Ouais. C'est vraiment le praticien s'il a l'habitude de faire ou pas. Et surtout sur les peaux noires, parce que nous, c'est pas la même chose. Voilà, c'est pas la même chose. On cicatrise pas du tout de la même manière. Ouais. Donc faites attention, en tout cas, si vous réfléchissez à faire ce genre d'opération. Après, j'ai grandi 20 ans, 21 ans, 22 ans. Voilà, j'ai fait ma vie. J'ai travaillé, j'ai eu mon bac. Bien. Aucune félicitation de ma mère, hein, parce que voilà, pour elle, hors de question de me dire que je suis intelligente, je suis belle, je sais bien ce que je fais ou quoi que ce soit. Donc pour moi, entre guillemets, je me suis faite seule. Voilà, je me suis faite seule, j'ai eu mes amis, j'ai fait mes voyages. Bien. Voilà, franchement, je me suis pas laissée aller, exactement. J'ai fait ce qu'il fallait faire. C'était très conflictuel parce qu'elle me voyait grandir et je pense que c'était insupportable pour elle. On n'a pas du tout le même tempérament. Moi, je suis très sociable, je vais beaucoup vers les autres. Même si je te connais pas, je vais parler vite fait avec toi, alors que ma mère, c'est au contraire. Elle est très introvertie. Personne ne doit rentrer chez elle. Personne ne doit connaître sa vie. Donc, on avait toujours, avant de sortir, attention, on raconte pas ma vie, attention à ci, attention raconte pas ma vie ou raconte pas nos vies? Non, sa vie à elle. Voilà. Nous, pour elle, de toute façon, on n'avait pas de vie. Mais pour elle, c'était une personnalité importante. Les gens cherchaient, pour elle, en soi-disant. Je viens de comprendre. C'est par rapport à sa perception d'elle-même. Voilà. Déjà, il fallait pas qu'on raconte les problèmes qu'elle pouvait avoir avec mon beau-père. Les problèmes... Ça vous regarde même pas. Voilà. Exactement. Non, mais elle pensait que quand on était dehors, on se lâchait, on racontait nos vies. Oui, ma mère, elle est comme ci, ma mère, elle est comme ça. Parce qu'elle sait aussi ce qu'elle vous fait vivre. C'est pour ça exactement. Donc, tous les jours, on avait ce rappel. Tous les jours, on avait ce truc où, attention aux garçons, attention à cette pression constante. Et du coup, à mes 25 ans, je rencontre quelqu'un qui est mon mari aujourd'hui. Oh. Ouais, je rencontre quelqu'un qui est mon mari aujourd'hui et là ça devient compliqué pour moi parce que je me dis mince. Parce que toutes ces années, aucun petit copain? Si. Ah, j'allais dire attends, mais là, t'es le genre de fille de quartier tranquille en fait. Non, je suis sortie quand même avec quelques garçons, notamment un. Après c'est vrai que c'est compliqué de raconter un petit peu tout ce qui s'est passé dans ma vie, mais bon. Non, mais c'est pas important, c'était des petits détails. Mais je suis rangée. C'est vrai qu'elle a été au courant d'une histoire de cœur avant que je me marie qui a été très catastrophique où elle m'a carrément mise dehors. Ça, c'est important de le dire, donc tu as raison de revenir. Ah oui, je veux bien. Ouais, ça a été... En plus, c'est... T'as mis dehors pour ça? Ah oui, pendant 2 semaines. Et c'est grâce à ma tante qui habite en Alsace, hein, parce que faut savoir qu'en fait, j'ai pas de famille ici. Ma mère, en fait, sa famille, elle a pas émigré, donc elle a qu'une sœur, la sœur qui l'a reçue à ses 12 ans ici, et du côté de mon père, ils sont tous au Mali. Donc j'ai très peu de famille en France. Et votre beau-père, vous n'avez pas lié de lien au point d'aller chez sa famille? Non, jamais. On connaît même pas, j'ai jamais vu la famille. C'était que son mec à elle en fait. C'est ça. Ah oui, non, je n'avais pas le côté familial. Je peux même pas donner sa date de naissance, je peux même pas dire le nombre d'enfants qu'il a, on ne connaissait rien de lui. C'était une relation gars. Ma mère, elle n'est pas du tout dans le partage, hein. Et moi, je ne connais rien de ma vie, hein. Même mes grands-parents, je les ai jamais vus de ma vie. Elle m'en a jamais parlé. Du côté de ton père? De mon père et de ma mère. Je me connais pas. Je connais pas ma famille. Non, c'est à l'extrême, ma lumière. Ouais. Ah non, c'est particulier aujourd'hui, hein. Je me cherche. Hein. Et donc, du coup, ma tante qui est en Alsace, elle lui a dit, non, mais là, tu déconnes, tu peux pas la laisser dehors. Et ma mère, elle était... Je peux savoir le motif de pourquoi t'as mis dehors? Parce qu'en fait, c'est pas quelqu'un de bien, c'est un voyou. C'est vrai que c'était un voyou, hein. Mais elle connaissait très bien sa mère. Et moi, je me suis dit, elle connaît très bien sa mère, elles sont bonnes copines. Si elle sait que je suis avec lui, même s'il fait des bêtises, il va changer et elle va accepter. Mais comme tu le dis, pour moi, ça valait pas à ce qu'elle me jette dehors. Elle a pris un sac poubelle, elle a mis toutes mes affaires. Pendant 2 semaines, je me suis débrouillée en allant de copine à copine, en allant un petit peu à l'hôtel. T'avais quel âge? Alors là, je crois que j'avais 20 ans ou 21 ans. Ok, j'ai cru que tu avais moins. Non, j'avais pas moins. Parce que j'allais dire, la gravité, elle aurait été encore plus... Oui, non. Elle savait très bien à quel moment faire les choses. Avant 18 ans... 20 ans, elle sait que tu peux te débrouiller, mais en même temps... Elle n'est pas responsable. Mais en même temps, elle se cherche encore. Hein. Voilà. Et donc, du coup, c'est ma tante qui a tout fait pour que ma mère, elle me reprenne. Et c'est là que j'ai compris un peu l'histoire de ma mère. Un tout petit peu. Elle m'a dit, tu sais, ta mère, elle a beaucoup souffert. Ça se sent, hein. Elle est arrivée en France déjà à l'âge de 12 ans. Elle a été prise comme une boniche. Elle s'est occupée des enfants de sa sœur. En plus, elle a été mariée de force. Elle voulait pas se mettre avec ton père. Donc, c'est là que ma mère ne m'a
vraiment jamais dit jusqu'à aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, pourquoi, comment, rien. Je l'ai toujours appris par les autres. Ça, c'est grave, par contre. Voilà. Et donc, du coup, même ce que je vous raconte aujourd'hui, c'est des gens qui t'ont dit. Voilà, ça reste toujours des suppositions parce que c'est la vision des autres. C'est leur compréhension aussi. Donc, je m'en excuse si je non, je peux pas on peut pas savoir si la personne ne veut pas communiquer, elle veut pas communiquer. Voilà, exactement. Mais ça montre son importance que, comme quoi, en tant que maman, être vraiment de mettre cette distance-là avec ses enfants, ça montre bien qu'elle n'avait pas confiance en nous, qu'elle nous considérait pas, parce que je suis désolée, moi je suis pas son ennemi. Tu peux me raconter en fait que qui était ta mère, qui était ton père, pourquoi t'es venu, comment ils sont décédés, je ne sais rien de tout ça. Et c'est ma tante qui, d'un côté, a bien fait mais a mal fait, parce qu'en me racontant ça, c'était pour aussi que j'ai pitié de ma mère, mais qui avait pitié de moi? Moi j'ai passé 2 semaines entre guillemets dehors. Ouais, c'est parce que chez nous, dans notre communauté, bon, je sais pas forcément si c'est forcément chez nous, mais en tout cas, chez nous, c'est vrai que on pardonne nos parents. C'est ça. On est beaucoup dans la tolérance envers nos parents. J'ai pardonné. Et limite, c'est une malédiction. Oui. De vouloir rompre les liens avec nos parents. En fait, on les pardonne de tout. Tu vois, c'est communautaire, c'est africain. C'est pas, je pense que c'est un peu même africain. Surtout chez nous, les Maliens, là, tout ça, là, Sénégalais, c'est les mêmes traditions. Donc, en gros, même si elle t'a fait du mal, c'est pas grave, pardonne-la. C'est la phrase. Et puis, ça me donnait une raison aujourd'hui. Je comprends pourquoi, entre guillemets. Je comprends, donc je légitime le mal qu'elle me fait. Exactement. Alors que c'est pas vrai. Voilà, alors que c'est à la langue, enfin, avec le temps, j'ai compris que non. Mais voilà, je me suis dit, bon, effectivement, allez, elle a pu arranger les choses. 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines d'errance où, franchement, je me suis dit, comment je vais faire? Tu t'as fait à ce moment-là? Non. Tu es allé à l'école? Non. Justement, j'étais en fac de psycho, donc j'ai dû arrêter parce que j'étais pas équilibrée. Tu étais à l'école, ma lumière? Oui, mais j'étais pas équilibrée dans le sens où j'arrivais pas à me concentrer. Je pouvais pas avoir une scolarité normale avec un parent comme ça, en fait, qui joue avec les émotions, Non, c'était trop compliqué. C'était pareil avec tes frères et sœurs? Oui, avec mon grand frère, oui, mais avec ma petite sœur, non. Ah ouais, il y a eu toujours eu cette différence-là où, avec ma petite sœur, elle était douce. Elle n'était pas pareille, mais avec mon frère et moi, elle était beaucoup plus dure. En sachant aussi que ça a son importance, quand elle a eu mon grand frère, pardon, je dis mon petit frère parce que on n'a pas beaucoup d'âge d'écart. Bah oui, 2 ans. Elle est tombée enceinte de moi. En fait, c'est bizarre parce que au niveau des années, oui, ça fait 2 ans, mais en fait, ça fait pas 2 ans parce que quand elle est tombée enceinte de moi, mon grand frère avait 6 mois. Ah non, donc vous êtes voilà, retour de couche, un an et demi. C'est ça, parce que moi, je suis début d'année, mon frère est de fin d'année. Donc c'est ça qui joue. Comme des jumeaux. Voilà. Donc ça peut expliquer aussi pourquoi elle m'a mené un petit peu la vie dure. Je pense que voilà, tomber enceinte et qu'on a un enfant de 6 mois à s'occuper, c'est dur. Ça doit être très dur. C'est dur, mais au point de détester ses enfants, c'est pas lié au rapprochement des enfants. C'est ça. Ça a joué dans sa fatigue, dans sa colère, tout ça. Je pense que voilà, c'est lié à son histoire. Elle nous a pas voulu. Elle nous a pas voulu. Ouais, c'est ça. On n'a pas choisi. Elle était avec un homme. C'est ça. Elle l'a fait par contrainte. C'est exactement. Et je pense que comme elle ne sait pas écrire, elle n'avait pas toutes ces notions de contraception, de savoir voilà comment se protéger, comment éviter les grossesses. Donc, et comment partir. Voilà, comment partir. Et puis même quand elle a divorcé avec mon père, moi le juge il m'a demandé avec qui je voulais être. Moi j'ai dit mon père. Donc ça aussi, ça a été... ouais. T'as pas pardonné. Elle m'a pas pardonné. Elle m'a jamais pardonné. Et toi, au fond, tu l'as dit parce que c'est la personne qui te traitait le moins bien. Même si je le voyais moi, parce que c'est vrai que mon père, c'était quelqu'un de très festif. Mais en tout cas, voilà, le peu d'interaction qu'on a avec lui, c'était authentique. Bah oui, c'était convivial. On sentait que j'étais importante, on sentait que j'étais sa fille. Il faut savoir que j'ai le prénom aussi de ma grand-mère paternelle. Donc, j'avais une place privilégiée par rapport à mon père. Et ma mère, elle supportait pas ça. Elle supportait pas. Donc, pour venir à l'histoire du petit copain, donc elle m'a jeté dehors et c'est cette tante-là qui, première fois de ma vie, a quand même donné des informations sur ma vie. Donc j'étais soulagée d'un côté. Je me suis dit, bon, je commence à connaître un petit peu mon histoire parce que c'est compliqué quand autour de nous, nos copines, elles se connaissent parfaitement. Moi, j'étais le cousin qui habite... Moi, je pouvais rien dire de tout ça parce que je ne connaissais rien. Mmh. Donc le temps est passé, je suis revenue à la maison, j'ai fait profil bas, j'ai fait ce qu'il fallait à faire. À 25 ans, j'ai rencontré mon futur mari. Je lui ai présenté. Alors, ça a été très bizarre. Parce que de base, c'est la dernière personne à qui j'aurais demandé conseil. Mais comme il est né au bled,
Et donc, du coup, je me suis dit, mais en fait, tu peux pas te mettre avec un blédard. Jamais de la vie. Ah oui. Attends, C'est pas ta mentalité. C'est pas ma mentalité du tout. De ce que je vois de ma mère déjà, tout ça, je me suis dit, mais jamais de la vie. Et c'est la première personne vers qui je suis allée pour lui demander pas son autorisation, mais son avis. J'étais hyper choquée. Je me suis dit, mais pourquoi je me tourne vers ma mère aujourd'hui? Ça devrait être la dernière personne parce qu'elle n'est pas du tout objective. Et je l'ai fait. Et je regrette pas aujourd'hui parce que je suis toujours avec mon mari. Et elle a été de bons conseils ce jour-là. Elle m'a dit, tu sais, ce qui compte, c'est qu'il te respecte, qu'il soit avec toi, qu'il soit pas avec toi pour jouer, etc. Donc je me suis mise... Donc c'était un mariage arrangé. Alors non, pas arrangé, dans le sens où je l'ai rencontré via une amie. Et du coup, mais comme j'étais pas sûre de moi, c'est là que j'ai demandé conseil à ma mère et elle m'a donné son autorisation. Elle m'a dit, ma fille, c'est pas parce que c'est un blédos qu'il est pas bien. Donne-lui sa chance, tu verras avec le temps. J'ai fait pareil du côté de mon père. Mon père aussi s'est rendu compte que, et pourtant mon père il est très malade, donc je le voyais pas. Ma mère elle voulait pas qu'on le voie, donc j'ai grandi sans lui. Ah oui, il fallait même pas parler de lui. Il fallait, c'était sujet tabou. Mais tabou de chez tabou, on pouvait se manger une claque, un coup de ceinture si on parlait de lui, si on osait demander de le voir. Donc c'était tabou. Et à 25 ans, quand même, mon mari, il a été très... patient. Il a été patient, il a été très bon conseiller parce qu'il m'a dit, ce serait bien que tu prennes quand même contact avec ton père, surtout si tu veux qu'on soit ensemble tous les deux. Tu vois, c'est important qu'il soit au courant et tout. Donc moi, j'ai repris contact avec mon père en cachette, sans que ma mère, elle le sache. Ah oui, même à 25 ans, j'étais encore sous emprise comme ça de cette peur. Et mon père, comme le monde est petit, connaissait très bien la famille de mon mari. Oui. Voilà, donc lui, il était vraiment pour ce mariage, cette union. En fait, on parlait même pas de mariage. Moi, c'était juste, c'est mon petit copain, on verra ce que ça va donner. Oui, tu t'es pas précipité. Je me suis pas précipité. Ouais. On est au mois d'avril 2012. Je le dis parce que c'est important. Donc du coup, moi, j'ai fait ma vie, je voyais que par lui, on se voyait, je rentrais très tard. J'étais en formation aide-soignante à ce moment-là, parce que du coup, comme j'avais arrêté mes études de psychologie, il fallait que je pouvais pas rester comme ça, hors de question. Donc je me suis dit, bon, tu vas aller faire ta formation d'aide-soignante et après tu verras si tu veux devenir infirmière ou pas. Donc, mais pendant la formation, j'ai eu un problème avec une autre camarade, on s'est disputé, donc du coup, j'ai été virée de la formation. Wow. Ah ouais, mais pour moi, c'était un mal pour un bien parce que ça m'a permis de me rapprocher de mon mari, donc on a passé beaucoup de temps ensemble. Ma mère, elle voyait ça. Parce que tu vivais toujours chez ta mère en plus. Voilà, ah oui, je vivais toujours chez ma mère. Mais ma mère, elle voyait ça, je pense, pas d'un bon œil. Mais pas dans le sens où, par peur, mais elle voyait en fait vraiment que c'était un homme, pas comme elle avait connu ces hommes de son côté, qui lui donnaient... Elle galérait pour les voir. Ils avaient toujours des choses à faire. Qui te respectent. Exactement. Donc du coup, elle me disait, oui, mais là, tu sors trop. Voilà, exactement, la jalousie. Mon père me le disait, j'avais du mal à... La jalousie. J'avais du mal, justement... Ça existe. Ça existe. Ça existe, les mamans jaloues de leur fille. Exactement, ça, je le dis, je le redis, je le revendique. Ça existe. C'est vrai que c'est dur, très dur. Quelqu'un qui vous a donné l'avis de le dire, c'est choquant. C'est souvent les copines qui sont jalouses. Même. Tu dis, mais bon, tu m'as mise au monde, quand même. C'est ça. On peut pas être jalouse de quelqu'un, qui nous a donné la vie. Enfin, à qui on a donné la vie. Donc, c'est bizarre. Et pour mettre son grain de sel, comme d'habitude, pour montrer qu'elle est toujours sur le contrôle et qu'au chez elle, on fait pas ce qu'on veut, au bout de 6 mois, elle m'a dit, soit tu te maries avec lui, parce que tu vas pas me faire la honte dans le quartier, soit tu te sépares de lui. Au bout de 6 mois de relation? Ouais, au bout de 6 mois. Donc, c'est vrai qu'on est des musulmans, faut pas faire le haram, mais... Voilà, quand même... tu vois, 6 mois, au fond, surtout, je me dis, une maman qui a eu une vie amoureuse très chaotique, parce que... Et surtout qu'elle s'est plaisir pendant 7 ans, tu vois. Exactement. Quand elle tombe enceinte Mais c'est ça, et puis elle a rencontré, même après avec mon beau-père, elle a rencontré d'autres personnes. Ah, en donc, plus Oui. Elle s'est pas fermée, quoi. Non, elle s'est pas du tout fermée. Il y a même des personnes beaucoup plus jeunes qu'elle où... Ouais, c'était limite. Elle se permet, en fait. Voilà, elle s'est permise... Elle se permettait de vivre, mais elle voulait pas que nous, on vive. Et donc, c'est l'image. Voilà, c'est l'image. Elle est très, très sur l'image. Et du coup, en septembre 2012, elle me dit, c'est soit tu te maries avec lui, soit c'est mort. Je lui ai dit, mais moi, j'ai besoin encore de le connaître et tout. Elle me dit, non, c'est comme ça, en fait, parce que tu vas pas me faire la honte. En plus, tu traînes avec lui dehors la nuit, on ne sait pas ce qui peut se passer. J'ai une question. Oui. Est-ce que vous avez commencé à être beaucoup plus loin que... Non. En plus? Non, et oui, je le précise, en fait, ma mère m'a tellement bien traumatisée que j'ai pas eu de relation sexuelle avant le mariage, mais pas par rapport à la religion, même si je suis pratiquante.
Mais c'était par peur, tout simplement. Ça, je l'ai toujours avoué. Hein. Non, mais c'est bien ce que tu dis. Souvent, les gens me disaient, ah, machallah, t'es vierge. Pas pour les bonnes raisons. Voilà, c'était parce que j'avais très peur de ma mère. Merci. Voilà. Et ma mère ne le croyait pas. Hein. Elle me disait, oui, c'est ça. Non, c'est pour l'islam. Oui. Non, mais elle me disait, en gros, oui, c'est ça, c'est pas moi que tu vas faire croire que t'es vierge ou quoi que ce soit. Ah, en plus, elle doutait de ta vérité. Ah oui, ma mère, elle a toujours douté. Même quand parce que moi j'avais pas le droit de me laver. Par exemple l'été là, vous avez vu la canicule qu'il fait en ce moment. Moi je devais rester avec ma sueur, dormir comme ça parce que sinon j'étais partie faire n'importe quoi si je me lavais. Ah non, mais ma mère elle était vraiment elle avait ce côté paranoïaque. Oui, elle avait ce côté paranoïaque où j'avais pas le droit, même au niveau des vêtements, il fallait que ce soit maîtrisé, non mais j'étais vraiment sous cloche. Et donc du coup, moi ce garçon-là, c'est du high level. Oui, c'est du high level. Hein. Ouais, c'est pas un petit. C'est pas. Il y a de la paranoïa, il y a de la toxicité. C'est ça. Il y a de la cruauté. C'est ça. Il y a quand même laissé ton enfant avec la sueur. C'est en ça. pleine canicule. Oui. Ah oui, j'avais pas le droit de me laver. Tu te sens pas bien en toi. Et puis même, c'est même pas que ça. Avec ma mère, on n'avait pas le droit de vu qu'elle avait pas trop de revenus, se laver tous les jours, c'était impossible. Hein. C'était voilà, là je raconte mon histoire, mais si je devais parler de nos conditions de vie, faut en parler, ma lumière. Ouais, si je dois parler de nos conditions de vie, c'était catastrophique. Hein. Parce qu'elle n'avait pas beaucoup de moyens. C'était par rapport à ça ou il y a aussi sa personnalité? Non, sa personnalité. Parce qu'à un moment donné, elle a réussi quand même à trouver un travail au black où elle avait quand même un certain revenu. Pas de fou, mais correct. Ouais. Et puis elle avait aussi des aides. Elle avait les aides, exactement, pour 4 enfants. Donc. C'est vrai que c'est cher, hein, les charges, mais bon. Au point de bon, quand tu dis pas se laver, c'est quoi? Pas se laver pendant une journée? Ah non, on devait se laver, nous, c'était une fois par semaine. Hein. Ah non, la manière, c'est précisé parce que en fait, tu sais, l'hiver, tu peux dire, bon, c'est pas grave, une journée, tu te laves pas, une journée, tu te laves, tu vois, on se lavait une fois par semaine, les vêtements aussi, il fallait faire attention. Et les vêtements, on peut en comprendre, faites attention. Ouais. Mais pas se laver par contre. Voilà. Ouais. La nourriture aussi, il y avait des restrictions? Ah oui, ma mère, jusqu'à l'âge de 16-17 ans, je devais demander l'autorisation pour ouvrir le frigo. Ah non, c'était hors de question. C'est comme la télé en fait. Voilà, oui, il fallait demander de l'autorisation pour tout. Est-ce que je peux aller me laver? Est-ce que je peux manger? Ah oui, c'était on n'était pas chez nous. Hein. Elle était pas normale. Voilà, oui, moi je le voyais pas au début. Personne ne peut voir parce qu'en fait à l'extérieur, elle avait une autre image. J'étais la meilleure maman du monde. Oh, ta mère elle est trop bien, vous achetez ci. Bien. Exactement, vous achetez ci, elle vous achète ça, elle est très souriante. Mais moi en fait, à l'intérieur, je vivais un enfer. Et même mes copines, je le cachais tout ça. Et puis à un moment donné, quand on a des très bonnes copines, on peut plus le cacher. Donc mes copines, elles l'ont vu en fait que je vivais dans un calvaire. Elles me disaient mais comment tu fais? Je disais c'est pas grave, vous êtes là, c'est pas grave. Moi je vais là-bas que pour dormir au final. Et dès le matin, dès que je sortais, voilà, je prenais la fuite. Je comprends. Et donc du coup pour venir par rapport à mon conjoint, il m'a dit soit tu te maries avec lui, soit c'est mort. Et moi j'y tenais à lui parce qu'en fait je voyais qu'il était respectueux, qu'il était bien. Donc du coup le lundi. J'ai une question. Oui. Tu avais 25 ans quand tu l'as connu, lui, il avait à peu près la même tranche d'âge que toi? On a la même année, 25 ans. Ouais, d'accord. On a 10 mois de moins. Moi, je suis plus grande de lui de 10 mois, voilà. Mais sinon, on est de la même année. La même génération. Il était étudiant comme toi, en plus, à cette époque? Non, il venait d'arriver justement en France, ça faisait 1 an et quelques, parce qu'il est gendarme. Voilà, il habitait chez sa sœur. Il se cherche en plus. Voilà, il se cherche, exactement. Donc, imposer un mariage à un gars qui se cherche, c'est chaud. Merci, c'est hyper chaud. C'est hyper chaud. Ah oui. Et donc, du coup, moi, je pensais que c'était une simple discussion. Le lendemain, j'apprends, donc le lundi, j'apprends que je me marie dimanche. Donc, je lui dis, mon mari me rassure, il me dit, écoute, c'est pas grave, comme on est sûr de nous, tu sais, on va pas contrarier ta mère, parce que lui, on avait très peur aussi. Hein. Il avait compris le personnage. Toi, donc Voilà, il a compris le personnage, il a dit, écoute, de toute façon, on verra bien. Moi, je suis encore chez ma sœur. Toi, t'es chez ta mère. Voilà, le fait qu'on se marie, ça ne veut pas dire qu'on doit trouver un appartement tout de suite. On ne se met pas la pression. Là, ça, oui. Voilà, entre guillemets. Moi, impossible de prévenir mes amis. Ça se fait pas de prévenir le lundi, voilà, la veille pour le lendemain, le lundi pour le dimanche. Oui, c'est la donc même elle a fait, voilà, comme elle n'a pas eu un vrai mariage entre guillemets, il fallait aussi que moi ce soit la merde de mon côté. Il faut que ce soit nul. Donc c'était dans un appartement. Il y avait uniquement ma sœur qui était présente. Personne d'autre. Ni mes 2 frères, ni mes amis. C'est méchant. Ouais, c'est très méchant. Ouais, là, on est dans la méchanceté. J'ai fait un mariage. Allez, hop, tac. Voilà. Tac. Allez, vous êtes mariés. Mon mari. Même les voisinages sont pas au courant. Personne n'est au courant. Et la jalousie à fond, là. Voilà, personne n'est au courant. Il n'y a pas ce côté célébration. Et les robes, vous avez fait quoi?
Ben rien, moi c'était en plus, j'ai mis un bazin lambda quoi. Ah non, j'avais rien. Ben, en une semaine on peut rien faire. Je confirme. Ouais, on peut rien faire. Et moi je savais. Et en plus de ça, si vous suivez bien le cours, c'est que moi je connais pas ma culture malienne. Bah oui. Voilà, j'ai jamais vécu dans ça. Donc moi je savais pas que le jour de... Enfin, il y a tellement de, je sais plus comment on dit les noms là. Quand tu vas faire ta chambre. Mais j'ai pas fait tout ça. Hein. Bah oui, voilà, ça j'ai rien fait. Et moi je savais pas que le jour de mon mariage en fait, j'allais pas voir mon mari. Voilà, Magno Compé. Et je savais pas que j'allais pas faire que j'allais pas le voir. Donc moi je dis à ma mère, mais en fait il est où mon mari? Et elle me dit non mais ça se passe comme ça chez nous, il y a pas besoin de ton mari. Je dis ben non. Donc lui il est venu de notre ville du département pour venir me voir en cachette, pour quand même au moins on peut se dire aujourd'hui on est mariés. Il a fait l'aller-retour. Ouais, c'était très compliqué, j'étais très énervée parce que je me suis dit non mais en fait elle m'a eu quoi. Elle m'a eu quoi, elle m'a dit non mais t'inquiète, on va faire quelque chose de bien, mais c'était catastrophique. Non, c'est la jalousie. C'est la jalousie tout simplement. Tout simplement. Donc elle m'a dit de toute façon t'inquiète pas, on va se rattraper. On va te faire une fête de mariage. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu. 14 ans après, ma valise. Tu connais l'histoire de la valise? Mais la famille, même, ils ont pris ça bien. La famille de ton mari. Ah, ils ont. Ça, c'est une question, j'avoue, je me suis jamais posée. Parce qu'aujourd'hui, la valise, ben, elle est toujours à sa place, chez ma mère. Parce que j'ai jamais fait de fête. Ma mère, elle a tout fait pour reculer. Non, mais là, ta tante, elle a un décès, c'est compliqué. Non, mais là, il y a... Et donc, j'imagine qu'il n'y avait pas de photo de mariage ce jour-là. Ah non, mais rien du tout, rien. J'ai aucune photo. On appelle ça voler le mariage. Voilà, j'ai aucune photo à montrer à mes enfants. J'ai aucune... Bientôt, j'ai 39 ans, mais dans 30 ans, j'aurai aucun souvenir de cette journée-là. Parce que voilà, quoi, à un moment donné, il faut immortaliser avec des images. Non, rien du tout. Rien du tout. Et c'est là que j'ai commencé et pourtant, j'ai eu beaucoup d'émotions ce jour-là, parce que je me suis dit, bon, tu deviens une femme. Mais encore une fois, je trouvais des excuses. Je me suis dit, elle sait pas faire. Elle sait pas faire, donc ne en veux pas. Toi, de toute façon, tu vas te libérer, tu vas aller vivre avec ton mari dans l'année, dans un an. Ah non, ma mère, c'était pas comme ça. Hein. Tu t'es mariée, tu vas dégager chez moi. Ah oui. En septembre. Donc, je me suis mariée en septembre. Elle m'a dit, bah, tu sais comment maintenant, il a voulu te marier, il assume. Mais donc, tu sens mis la pression. Voilà, exactement. Donc, on a tout fait pour trouver un appartement. Donc, j'habitais dans le 93, pour rappeler. Donc, lui qui n'a pas de papier, on va dire ça comme ça, oui. il est arrivé il n'y a pas longtemps, c'était pour raison médicale. En plus. Moi qui, scolairement, c'est compliqué, professionnellement aussi, c'est compliqué, donc je ne me voyais pas prendre un appartement. Comment on fait? Mais elle ne me laissait pas le choix. C'était, je suis désolée, tu as voulu te marier. C'est pas ton problème, c'est son problème à lui. Vous allez vivre chez chasseur ou je sais pas quoi. Donc c'est là que j'ai dû commencer à trafiquer des papiers, à me faire passer pour une cadre d'une société de je sais pas quoi, pour aller démarcher pour avoir un appartement. Donc on a réussi à avoir un appartement dans le département du 91, département que je ne connaissais pas du tout. Donc en novembre 2012, on s'est installé dans cet appartement sans revenu, dans la galère totale. Mais heureusement qu'il y a l'amour. Heureusement qu'il y a l'amour. Et on a fait petit à petit, on a réussi. Sauf que moi, quand je me suis mariée, en fait, au niveau santé, j'ai des ovaires polykystiques. Explique-nous, j'avais déjà entendu parler. Alors, en fait, au niveau des ovaires, j'ai plein de petits kystes qui se forment. Et donc, du coup, ça peut ralentir fortement les ovulations. Les ovulations, exactement. Et donc, ce qui ne permet pas forcément d'avoir des grossesses spontanées. Et j'étais en surpoids. Donc, un endocrinologue, voilà, justement, tout ce qui concerne les hormones, m'a dit, attention, ça va être compliqué pour vous d'avoir des enfants. Donc moi, comme j'avais pas d'attache en fait, déjà d'une, j'avais vécu une enfance un peu compliquée. Ouais, ça donne pas envie. Avoir un enfant, voilà, moi je savais pas ce que ça voulait dire et je savais pas quel était l'avantage parce que pour ma mère, on n'était pas un avantage pour elle. Donc pourquoi moi j'allais peut-être faire souffrir un enfant. Donc voilà, donc ça me sortait, il m'a dit ça, mais et moi je l'ai quand même dit à mon mari, je lui ai dit écoute voilà, et ma mère m'a dit t'es folle, ne lui dis pas ça, il va te laisser. Donc je lui ai dit non, il a besoin de cette sincérité, on sait jamais parce que s'il veut un enfant et que je peux pas lui donner, une belle personne. Je lui ai dit je peux vraiment pas lui faire ça. Donc elle était pas d'accord, donc je lui ai dit. Sauf que comme que Dieu est au contrôle de tout, donc comme je vous ai dit en novembre 2012,
j'ai emménagé avec mon mari. En mars 2013, je suis tombée enceinte. T'as même pas galéré. J'ai vraiment pas Franchement, galéré. un an de mariage, même, c'est même pas le temps de kiffer. Même pas un an de mariage. Je suis en compte octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. 6 mois. T'as même pas profité même de ton mariage, en J'ai plus dans la pas situation de galère, là. Merci, t'as tout compris. Même pas 6 mois de mariage, le temps de se meubler, voilà, une grossesse qui tombe pas forcément Au bon moment. Au bon moment. Moi, Dieu je nous me suis pardonne. dit, comme une fille hyper naïve, c'est pas grave, tu galères, mais là, t'es enceinte, là, tu vas devenir maman, tu seras égal à égal à ta mère. Là, ça va renouer des contacts avec elle. Là, elle va se réimpliquer dans sa vie de mère, dans sa vie de grand-mère. Exactement. Erreur fatale. Et c'est là que je suis tombée dans la grosse dépression. C'est vrai? Très, très grosse dépression. Au point où j'ai perdu 15 kilos. J'étais hospitalisée constamment pendant mes grossesses. Je pleurais, je tapais sur mon ventre, je me tapais au sol. Ma mère m'a rejetée totalement. Quand t'es enceinte? Ah oui. Plus de nouvelles? Plus de nouvelles. En prise, mon mari, il je était perturbé parce que c'est vrai qu'en Afrique, il n'y a pas... Ils connaissent pas la dépression, ils ne connaissent pas. J'étais perdue. Je me suis dit, je ne sais plus ce que je veux faire. Je voulais mourir tous les jours. Tous les jours, je voulais mourir. Mon mari, il appelait ma mère, s'il te plaît, tanti, essaie de la prendre une seule journée chez toi. Ma mère, elle a dit, ce niette, je ne la prends pas. Elle se débrouille, vous êtes à deux. Je ne pourrais pas te dire aujourd'hui quel était le problème. Moi, je travaille en plus, alors que son travail, c'était pas long. Hein. Elle était dame de compagnie. Donc, c'était, voilà. C'était vraiment, c'est parce que, entre guillemets, j'ai souffert avec les hommes. Tu dois souffrir avec les hommes. Voilà. En plus, tu as de la chance. Toi, il est quand même un peu bien. Débrouillez-vous. C'était vraiment ça, entre guillemets, de ce qu'on devait comprendre de son discours. Et c'est là que j'ai su ce que c'était la souffre. C'est là que j'ai su ce que c'était la descente aux enfers. C'était vraiment une grossesse où je n'ai pas profité une seule journée. Vomissement, hypersalivation, dépression. En plus, ça, c'est en plus des trucs de chez nous. C'est ça, constipation sévère. J'avais la totale. J'ai accouché, tout a disparu. Je me suis dit encore une fois, ben, quand elle va voir l'enfant de ses propres yeux, ça va changer les choses. Rien. Toujours la même chose. Hyper distante. Elle est venue à l'hôpital une seule fois. Elle t'aime pas? Voilà. Oui, mais bien sûr. Je me suis dit, attends, je suis désolée, une maman qui t'aime, elle peut pas te laisser galérer comme ça avec un enfant la nuit. J'ai appris toute seule. C'est mon métier d'être soignante, c'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure, qui m'a appris à être maman. Changer, laver, j'ai appris ça toute seule. Moi, j'ai pas eu les 40 jours, comme souvent on peut le faire dans nos coutumes, d'aller chez sa mère et qu'elle nous apprenne les soins, à comment s'occuper d'un enfant. J'ai pas eu ça. Je me suis débrouillée avec mon mari, solo. Donc, ça m'a fait mal, mais je me suis dit, elle va pas m'enlever mon bonheur de maman. C'est pas grave, je me suis concentrée sur ma fille. Elle voyait bien hein, qu'entre guillemets, j'avais pas besoin d'elle, donc elle gardait ses distances, je gardais les miennes. Sauf que ma fille, quand elle a eu 9 mois, je suis retombée enceinte. Oh, machallah. Donc, encore une fois, c'était pas prévu. Et en plus, c'est un peu comme ta mère, là. Exact. Mais tu te rends compte que... C'est une tragédie. Ça, je l'ai su bien après. Hein. Là, je l'ai su il y a pas longtemps, en fait. J'ai fait le rapprochement. Je me suis dit, mais elle m'a eu, en fait, quand mon frère, elle avait 6 mois. Donc, en fait... Je reproduis. Sans qu'on s'en rende compte. Voilà. Sans que je m'en rende compte. Mais ça, je le savais pas. La même chose. Sauf que là, j'ai eu des insultes à tout va. Tu te rends pas compte, tu sais même pas t'occuper de ta fille, alors que elle est même pas là au quotidien. Elle voit même pas comment tu la gères. Elle voit même pas du tout, mais pour elle, en fait... Parce que pendant les 9 premiers mois, tu avais repris le travail Non, j'étais restée à la maison et j'ai repris... Ton mari gère. Voilà. Ah là, la jalousie, ça devait péter, là. C'est ça. Ça devait péter. Elle n'avait pas ça. Non. Avec vous, donc... Et donc, du coup, je suis retombée enceinte, rebelote, hyper malade. Donc là, j'ai senti que c'était vraiment aussi dans mes gènes, que ces grossesses, c'était quelque chose que je supportais pas. Pareil, je me suis dit, bon, elle s'est loupée la première fois, la deuxième fois, elle va m'aider. Niette, rien du tout. On est retombé sur la même configuration. Délaissement total, moi hyper malade, hospitalisée, je rentre, je sors. Très compliqué. Très, très, très compliqué. Mais c'est là où j'ai commencé à détecter qu'elle était toxique, qu'elle était pas une bonne narcissique même. Exactement, pervers narcissique. C'est le mot, il faut le dire. Il faut assumer. Il faut l'assumer. Il y a plein de femmes comme ça, c'est juste qu'elles le cachent mieux que les hommes. Exactement. C'est tout. Surtout dans notre communauté, une femme noire, musulmane, ne peut pas être comme ça. Ne peut pas être pervers narcissique. Il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein chez nous. Il y en a plein. Il y en a plein. Je suis contente de ton témoignage parce que chez nous, il y a une hypocrisie sur les parents, mais à un niveau,
Tu peux rien dire sur eux, tu peux pas parler d'eux, tu peux rien dire. Si tu parles, tu vas aller en enfer. Alors que je te jure, il y en a des parents, au contraire, c'est là même ça t'élève. Exactement. Le jour où tu quittes leur vie. Exactement. Leur malédiction, en réalité, ça te touche même pas parce que c'est pas des vrais parents. Mais c'est ça. Des sorciers. Mais c'est ça. Et du coup, des sorciers. Là, on est dans la sorcellerie, ma soeur. Pour rebondir à ce que tu dis, en fait, moi, ma belle-mère, parce que je l'ai pas mise dans l'histoire, mais elle m'a beaucoup sauvée. La mère de mon mari. Elle m'a beaucoup. Je lui ai raconté toute mon histoire. Et elle était choquée. Elle s'est dit non. Tu sais quoi, moi je vais arranger les choses. Impossible que ta mère elle soit comme tu dis. Impossible. Oui, ils y croient pas chez nous, ça n'existe pas. Elle s'est déplacée avec moi chez ma mère. Ma mère, elle était pas contente déjà. Elle nous a ramassés comme pas possible. Elle nous a insulté, ma belle-mère, moi et mon mari. Ma belle-mère, elle était tellement sous le choc. C'est une dame très respectée au Mali. Très, très respectée. Elle était tellement sous le choc qu'elle a dit, j'ai jamais vu une personne comme ça avec le corps noir et dur. Elle a dit, effectivement, on peut rien faire pour elle. Fais ta vie. Et c'est là aussi, ça m'a montré, t'es pas folle en fait. Non. Il y a un problème chez elle, elle te fait souffrir, t'es là, tu cherches constamment sa validation, tu cherches constamment à ce qu'elle te valide. Voilà. Mais pourquoi en fait? Elle est jamais satisfaite. Tout le temps tu souffres, tout le temps tu repars à zéro. Tu tombes enceinte, tu te maries, tu vas à l'école, elle est jamais contente, il y a toujours un truc. Le négatif sur ça, c'est la meilleure. Mais le positif, professionnel. Voilà. Sur le positif, il n'y a rien. Donc écoute, moi j'ai fait ma vie. Hein. J'ai essayé de... Comment t'as géré avec tes frères et sœurs? Parce que... Ah, ça c'est une très bonne question. Diviser pour mieux régner. Bah bien sûr. Ah, diviser pour mieux régner. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de relation très très forte entre frères et sœurs, faut le dire. Hein. Malheureusement. Ils vont sûrement entendre cette vidéo, mais on va pas se voiler la face. Voilà, on va pas se voiler la face. Comme ça, ils vont se dire, bon, il y a des similitudes, pourtant j'ai vécu ça, mais pourtant mes mamans, c'est la prise. Exactement. Tu vois, on n'a pas tous vécu la même histoire, on n'a pas tous vécu les mêmes choses. Mais aujourd'hui, oui, elle a réussi. Ce qu'elle voulait, c'était diviser pour mieux régner. Sur moi, elle va parler avec mon frère. Après, avec moi, elle va parler de mon frère. C'est croisé. Sur moi, elle va parler avec moi, elle va parler de ma sœur. Bref. Elle mélange les enfants. Elle mélange les enfants. Pour pas que vous compreniez le point commun que c'est elle qui est toxique. Exactement. Et pourtant, c'est la mauvais. On s'aime pas entre nous. Alors c'est elle. Alors que c'est elle. Et aujourd'hui, elle va dire ta sœur, ton frère, il est mieux que toi. Lui, il fait ci pour moi, lui, il fait ça pour moi. En fait, tout ce qui est en faveur de elle-même, c'est lui qui est le meilleur. Mais en réalité, même lui, quand il est avec lui, elle va dire du bien sur toi. Ça, c'était sa spécialité. Diviser pour mieux régner. C'est sa spécialité. Et aujourd'hui, c'est là où j'en vais un petit peu. Spécialité de pervers narcissique. Où j'en vais un petit peu à mes frères et sœurs, c'est qu'ils arrivent encore à lui trouver des excuses. L'emprise. Et c'est là où qu'on voit, en fait, on peut pas convaincre les gens, on n'a pas le même regard sur les choses, on vit pas les mêmes choses, donc... Et tout le monde n'est pas appelé à conscientiser, tu vois. C'est exactement. Tant que la personne n'a pas accepté que la personne est un pervers narcissique, c'est pas facile aussi. Ouais. Je suis désolé, un pervers narcissique, c'est un sorcier. Oui, mais c'est bien un sorcier. Sûr. Là, on parle pas de la partie physique, on parle de la partie spirituelle. Oui. C'est un sorcier. Ah, bien sûr. Il veut te détruire. C'est pas tout le monde qui peut accepter de se dire, mais c'est ma mère. Mais c'est pas ma mère. Ouais. En fait, elle m'a mis au monde, mais elle n'a pas le comportement de ce qu'on attend d'une maman. Et ce que tu es en train de le dire... C'est pas rationnel, en fait. Ce que tu es en train de le dire, moi, je me suis rendu compte, parce que j'ai sauté une petite étape, je me suis rendu compte quand j'ai perdu mon père en 2016. C'est là que je me suis rendu compte que non, elle a un problème. Elle m'a carrément dit, pourquoi tu pleures? C'est qui pour toi, lui? Il n'a rien fait pour toi, tu pleures. Elle a refusé que tu t'exprimes. C'est ça. Et le pire, c'est qu'elle m'a plus parlé quand je suis parti à l'enterrement de mon père. Donc quand même là, l'abus. Voilà. Même si tu n'aimes pas la personne. Voilà. Même si tu n'aimes pas la personne, en fait, à un moment donné, c'est mon père. Si je dois aller au Mali pour... parce que de base, il habitait en France. Il le haïssait. Elle le haïssait. Il était parti juste en vacances, mais il était malade. Hein. Il était bien malade. Mais il est parti en vacances et malheureusement, il est décédé là-bas. En décembre 2016. Donc déjà, tu n'as pas grandi avec lui, tu n'as pas noué de lien avec lui. C'est ça. Ouais, ça fait beaucoup. Parce que on est bien d'accord que c'est pas ton père qui vous a abandonné, il a toujours cherché à vous joindre, mais celle qui a bloqué, on est d'accord. C'est pas la même chose. Hein. Exactement. Le père il vous rejette, c'est pas la même chose. Mère vous protège. Et moi, je l'ai toujours compris que c'était de la faute de ma mère et pas de sa faute à lui. Ah, tu l'as toujours su. J'ai toujours su. Parce que j'ai un amour. Voilà, j'ai un amour. Mon père, c'est quelqu'un qui a assumé. En fait, c'est très bien. Voilà, il aimait les femmes, il faisait des conneries. Contrairement à ma mère qui, elle, n'assume rien. Moi, mon choix il était vite fait. Sur la personne qui me faisait du bien, c'était mon père. Donc moi, il meurt, je suis désolée, je vais au Mali pour son enterrement. C'est ça, en fait. Donc elle m'a pas parlé pendant un petit moment par rapport à ça. Et c'est là que j'ai vu qu'elle avait pas de cœur. Voilà, c'est... Ouais. Je suis désolée, mon père, il est décédé dans des conditions... seul, en fait. Donc que je puisse au moins lui faire honneur en allant le voir, quoi. Et c'est là elle a tout mélangé, et c'est là que ça a été compliqué.
Et j'ai pris mes distances, voilà, j'ai pris mes distances. Et comme j'étais soignante de nuit à ce moment-là, ça me permettait, voilà, moi j'avais pas le même rythme que tout le monde. C'est-à-dire que je vivais la nuit, je dormais le jour. Ouais. Donc, et puis j'allais plus dans le 93. Ma mère ne venait jamais chez moi, j'ai oublié de vous dire. Et puis, voilà, elle venait jamais chez moi. Et puis depuis que je me suis mariée, donc depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais dormi chez ma mère. Dieu merci. Dieu merci, mais moi, entre guillemets, Je vois ce que tu je veux le dire. voulais un petit peu parce que ça me permettait de me reposer. Même mes enfants, elle les Par prend rapport pas. à toi, t'as Voilà, pas- même mes enfants, elle les prend pas. Donc, j'ai fait total. 14 ans où voilà, moi, je connais pas mes total. enfants. Voilà, mes enfants vont chez la grand-mère ou quoi que ce soit, je connais pas ça. Ils y allaient de temps en temps, quand j'accouchais et qu'il y avait besoin d'un petit relais, ou vite fait quand il y avait des vacances, mais c'était là, si je dois compter sur le doigt de la main, c'est très, très limite, quoi. C'est très, très short. Et en 2020, je suis retombée enceinte. Cette fois-ci de jumeaux. Fille-garçon, ouais. Je suis retombée Ah ouais, enceinte. quand même, ma lumière. Et ouais. Combien d'années après le deuxième 2015 et les jumeaux 2020, donc 5 ans. Ouais, ça va. Ça va, Heureusement, ça heureusement. va. Tu as eu le temps mais de récupérer quand même. Oui, de toute façon, avec mon mari, on était réglo sur ça, se dire Vous comprenez. on n'a pas de mode de garde, on est solo, on est en galère. Tu travailles de nuit en plus, tu peux pas te permettre de... Oui, il y a une solidarité. Voilà, mais vraiment, mon mari, moi, c'est lui qui m'a sauvé sur plein de choses. Je le valorise pas, voilà, je le valorise pas beaucoup dans ce discours-là, mais il prend ses responsabilités. il a pris ses responsabilités, il m'a porté comme pas possible, alors que il a fait tout le travail qu'une mère devait faire. Ça, sur ça, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Et du coup, moi, je me suis sentie, je voulais choisir ma grossesse cette fois-ci, je voulais vraiment tomber enceinte, pas que ça tombe comme ça d'un claquement de doigts sans que je sois préparée. Donc j'ai dit à mon mari, écoute, moi là je me sens prête à tomber enceinte. Il n'était pas très content. Voilà, il n'était pas très content parce qu'il s'est dit, t'as vu notre situation, c'est un peu compliqué. Voilà, moi je suis auto-entrepreneur. Toi en plus. Voilà, lui, voilà, toi côté tu travailles de nuit. Moi je suis un peu têtu, j'avoue aussi, je suis un peu le côté de mon père. Donc du coup, je lui ai dit non, t'inquiète pas, je me sens prête. Donc là j'ai eu les jumeaux. Mon mari il était hyper content parce que c'est une fierté, comme tu sais chez nous. C'est du bonheur aussi. C'est du bonheur, exactement. Donc j'ai eu les jumeaux. Ma mère elle est venue une fois à l'hôpital quand j'ai accouché et jusqu'à aujourd'hui ils ont 6 ans sans te mentir 6 ans, en 6 ans ouais bon on va dire qu'elle les a vus aller 6 fois en 6 ans quoi donc Et dans quel contexte elle les a vus, c'est-à-dire alors la dernière fois qu'elle les a vus, alors je vais te dire la dernière fois qu'elle les a vus c'est à 1 an et demi et c'est pour ça que je suis venue témoigner aujourd'hui parce que j'ai coupé complètement les points avec ma mère. Ouais. Suite à cette dernière visite, c'était le jour de son anniversaire. À elle-même en février 2025. Donc il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc il y a 1 an. C'est ça, il y a 1 an et demi. Avec mes enfants, on a voulu en fait se déplacer un petit peu pour enterrer l'âge de guerre. Moi, j'avais grandi aussi. Tu as essayé. Voilà, en fait, j'ai toujours essayé avec elle. Peut-être pas de la bonne manière. Peut-être pas de ce qu'elle attendait, mais je me suis dit, bon, c'est son anniversaire. On va aller avec ma sœur, on va aller lui apporter un petit gâteau et il y a des cadeaux. Ce jour-là, on a été reçus comme des chiens. C'est là où je me suis dit stop. Alors là, stop. Alors là, elle va arrêter ça tout de suite avec moi parce que là, elle a touché à mes enfants et ça, c'est hors de question. On est parti là-bas avec le gâteau. Elle nous a ouvert à la porte, elle a dit, qu'est-ce que vous faites là? Devant mes enfants. Moi, c'était la honte. J'ai dit, bon, on est là pour ton anniversaire. On est rentré. Elle est restée silencieuse pendant au moins 15 minutes. Habituellement, avant, elle faisait quand même un effort, comme elle est beaucoup dans l'apparence. Parce que mes enfants, ils étaient petits, mais après, là, ils ont grandi. Donc, ils ne voyaient pas. Donc, elle était très dans le matériel. Elle leur donnait du jus, elle leur a acheté des cadeaux et quoi que ce soit. Là, je vois qu'on est accueillis, mais bizarrement. Bizarrement, en fait. C'est-à-dire, elle ne nous propose même pas de l'eau, rien du tout. On s'assoit pendant 15 minutes en attendant ma sœur, qui est arrivée par transport. Parce que ta sœur, ça se passait bien. Oui, ça se passe bien. Dieu merci. Un peu moins maintenant, parce que là... tu as coupé le contact. Voilà, un peu moins maintenant avec elle, parce qu'elle aussi, elle commence à comprendre de son côté. Mais on s'assoit, et c'est là que... On lui dit, bon, on peut sortir le gâteau. Elle dit, non, vous partez avec votre gâteau, j'ai plus envie de vous voir, vous m'énervez tous. Elle a commencé à péter son câble, que personne m'aime, ou quoi que ce soit. En gros, partez, quoi. Donc moi, je me suis dit, elle me fait ça comme ça. Mes enfants, ils n'ont rien demandé, ils sont là pour lui faire plaisir. Et depuis ce jour-là, en fait, c'est là en fait que ça a été le déclic. J'ai compris, pardon. J'ai compris. Ça a été du déclic. Il fallait que ça soit physique. Exactement. Il fallait, entre guillemets, que peut-être qu'elle me le fasse devant mes enfants. Ouais, pour que tu les protèges. Voilà, pour que je les protège. Parce que là, en fait, j'ai pris sur moi. Mais
est-ce que c'est une bonne manière de montrer à mes enfants? C'est le rejet que tu leur as montré. C'est ça. Mamie, elle vous aime pas. Elle aime pas votre mère, donc elle vous aime pas. Exactement. C'est logique. C'est logique parce que là, et elle le montrait bien parce qu'elle ne les réclamait pas. Ils pouvaient pas aller chez elle. À chaque fois, c'était des excuses. Oui, ils ont envie de venir chez toi. Non, ils ont envie de venir chez moi juste pour profiter. Parce qu'ils veulent juste profiter de moi. Elle avait vraiment des mots durs, mais moi, je le disais pas. Et en fait, ce jour-là, mes enfants. Voiler la face, on appelle ça. Voilà, mes enfants, ils m'ont dit, oh là là, mais pourquoi ma mère nous a fait ça? Elle nous a jeté de chez elle. Pourquoi elle nous aime pas? Là, ça a été. Tu t'es dit, ouh, je suis en train de traumatiser mes gosses. Je suis en train de traumatiser. Et ça m'a montré aussi, je suis en train de me traumatiser moi-même, en fait. Je suis en train de courir derrière quelqu'un. Qui m'aime pas. Et j'en veux aussi quand même un petit peu à tout l'entourage. Ces discours qu'on a, oui, mais c'est ta mère, oui, mais tu es musulmane, oui, mais le paradis, il est sous le pied de ta mère. Mais en fait, on parle beaucoup de Dieu. De Dieu dans tout ça. On dit beaucoup que les droits des enfants vis-à-vis de la mère, mais on ne parle pas des droits de la mère. Jamais des droits de l'enfant. Voilà, le contraire. J'adore. Voilà, tu vois, moi j'ai trouvé ça, je me suis dit stop en fait. Et je suis contente aujourd'hui parce que c'est la première fois que je le raconte à des personnes voilà, qui ne me connaissent pas forcément. Et qui peuvent se reconnaître, impacter. Parce qu'il y en a plein comme toi. Mais moi, je ne le savais pas. Moi, franchement, je te dis la vérité, je me suis toujours... Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai du mal à croire qu'il existe des mamans comme ça. Ça ne se dit pas. Des mamans africaines, parce que il y a de toutes les origines qui nous écoutent. Hein. Voilà, donc il y a des origines qui vont me dire, mais moi, ce qu'elle raconte, c'est mon quotidien. Ben oui. Mais il faut le savoir que chez les Maliens... Quels Maliens? Chez les Africains? Oui, chez les Africains, mais en tout cas, moi, par rapport à ma communauté... Bambara, tu peux le préciser? Une histoire comme ça, tu veux peut-être en entendre tous les 50 ans, parce que les gens, ils vont se dire, c'est pas possible, en fait. Ce que je dirais, parce que je suis pas Bambara, mais j'ai des origines maliennes, donc c'est à peu près la même chose. Je suis gambienne, tu vois. Oui, d'accord. Et je suis mandingue. Donc c'est le même délire. C'est ça. C'est que chez nous, même si c'est vrai, tu dois pas le dire, sinon tu seras maudit. Oui, on va te donner un cas pour ça, en fait. Oui, c'est ça. Ma mère, elle même pas. On est capable même de te frapper, de te chicoter parce que tu as dit cette parole. C'était le secret. Même si c'est vrai, tu la fermes. Oui, voilà, tu la fermes. Et je l'ai fait, hein, je l'ai fait, j'ai encaissé. Je me suis même matrixée. Abusé. Je me suis même matrixée en me disant, mais c'est toi le problème. Effectivement, vous êtes tellement différentes au niveau de la personnalité. C'est toi qui va mal, c'est toi qui fais pas bien les choses. C'est ta mère, c'est toi, c'est elle c'est elle la chef. Toi t'es un soldat. Comme ils aiment bien dire, moi je suis la poule, toi t'es l'œuf, si je te pète là. Exactement. J'adore. J'ai grandi dans ça. Et aujourd'hui en fait, j'adore. Et aujourd'hui, j'ai accepté de me faire suivre psychologiquement parce qu'à un moment donné, voilà, depuis cet événement là d'anniversaire, je me suis dit stop. Là, j'ai dit je dois m'occuper de mes enfants. Je suis pas une warrior. Je sais que même quand j'en parle, ça peut manquer d'émotion parce que... Non, on a senti l'émotion, t'inquiète pas. Mais c'est pour me protéger et protéger mes enfants, en fait. Donc je me suis dit, à un moment donné, ça va mal péter, il faut que tu te prennes en main. Et souvent, dans nos communautés, encore une fois, aller voir un psychologue. Et même pour mon mari, par contre, ça a été dur. C'est vrai? Ah oui, il n'a pas accepté. Pas ça chez nous. Il n'a pas accepté, il s'est dit, ça va passer, pourquoi tu vas aller voir un psychologue pour lui raconter ta vie? Et c'est vrai que c'était risqué, parce que j'ai raconté ma vie à une psychologue. Mais c'était une quoi? C'était une blanche. Et encore moins. Voilà. Et mais le souci, c'est qu'ils ont vu que j'étais tellement atteinte psychologiquement qu'ils ont failli m'enlever mes enfants. J'avais pas compris le lien, excuse-moi. Et ils nous ont failli m'enlever mes enfants parce que j'avais plus en fait de force. Je me laissais aller. Je me laissais aller. Je faisais que dormir. Dépression. Vraiment, dépression pour chaque grossesse. Et même malgré ma grossesse après les jumeaux, dépression également. Dépression. Qui malheureusement jusqu'à aujourd'hui, ça a du mal un petit peu à partir parce que c'est un travail qui dure longtemps. J'ai 39 ans, c'est 39 ans de traumatisme, de maltraitance, Et puis dans ça, tu as des enfants, donc tu essaies d'en donner une éducation, mais quand tu regardes toi-même l'éducation que tu as eue, tu essaies de te dire, bon, à quel moment je dois pas rentrer dans l'extrême. C'est ça. Trop donner au point qu'à la fin, il me monte dessus, mais en même temps, prendre les références, des valeurs que j'ai pu apprendre d'où je viens, mais est-ce que c'est des vraies valeurs ou est-ce que tu sais plus? L'éducation, tu réfléchis. Je sais plus. Et aujourd'hui, ces séances, ça me font du bien parce que ça me permet, et même aujourd'hui d'être là aujourd'hui, de pouvoir exposer mon histoire, ça me fait du bien parce qu'en fait, on banalise tellement ce qu'on a vécu. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête de se dire que c'est normal, qu'il faut le cacher, c'est pas normal. Peut-être que si j'aurais eu quelqu'un, une grande sœur, ou je sais pas moi, qui m'aurait dit non, c'est pas normal. J'aurais pas eu la même vie peut-être, j'aurais
pas souffert comme ça, j'aurais fait des choses différemment. T'aurais conscientisé plus vite, en fait. C'est ça. Après, t'avais un frère qui était comme toi, non? Oui, voilà, c'est ça. Lui aussi, c'était pareil. Voilà, c'est il pareil. Part, il vient, il comprend pas, il se fait rejeter. Exactement, jusqu'à aujourd'hui, c'est la même chose. Donc, tu peux pas en vouloir à personne. Tout le monde était dans la même chose. Tout le monde est dans l'emprise. Tout le monde est dans l'emprise jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'en suis sorti. Bravo. J'espère, en tout cas, parce que la distance fait que c'est facile, hein. C'est pas comme si c'était ma voisine de porte ou quoi que ce soit, hein. Donc, je dis pas que aujourd'hui j'en suis complètement libérée. Je pense à elle, hein, de temps en temps. Je me demande comment elle va. Des fois, j'ai des tentatives dans ma tête où je me dis, bon, voilà, mais vite fait, je me ressaisis. Et puis, j'ai une très bonne psychologue qui me dit... faut couper les ponts. Il faut couper les ponts. Il faut... C'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Ah, je vais t'aider. Elle m'a beaucoup aidé. Je vais t'aider. Tu vas dire, Fatou, elle est sorcière, non? Fatou, elle est venue te délivrer, ma sœur. J'aimerais quand même qu'on parle un petit peu de ta deuxième casquette professionnelle, parce que même si c'est pas lié à ton histoire même, mais ça a eu un impact sur la femme que tu es aujourd'hui. C'est ça. Donc tu peux nous dire un peu ta deuxième casquette professionnelle? Bien sûr. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, donc j'ai commencé bien le micro pour qu'on t'entende bien. J'ai commencé ma vie professionnelle par le métier d'aide-soignante pendant presque 10 ans. Ensuite, j'ai fait un bilan de compétences parce qu'à un moment donné, avec mes 4 enfants, ça venait compliqué d'avoir une vie de famille correcte. Et donc, je me suis dit, bon, dans quoi tu dois te lancer? Et au début de mon histoire, je ne sais pas si tu te rappelles, je te disais que moi, je suis un pur produit du quartier. Oui, tu l'as dit. J'ai saisi, en fait, toutes les structures qui pouvaient exister, qui m'ont beaucoup aidé à comprendre la vie. Donc, je me suis dit, j'ai envie de devenir conseillère en insertion sociale et professionnelle. Magnifique. Donc, je me suis donné les moyens. J'ai passé ma formation. J'ai travaillé en mission locale. J'ai travaillé à la réussite éducative. La réussite éducative, c'est aider les familles qui ont des problématiques avec leurs enfants. Ah. Ouais. Donc, j'ai travaillé aussi dans tout ce qui est décrochage scolaire. Voilà. Et là, je suis actuellement informatrice jeunesse. Donc, d'un côté, c'est pas un hasard si j'ai fait ces 2 métiers-là, aide-soignante et informatrice, et travailler avec la jeunesse, parce que j'ai à cœur vraiment d'aider les personnes qui sont en difficulté. D'où ton histoire. Voilà, je l'ai été. Je sais qu'on peut vite remonter la pente si on s'en donne les moyens, si on accepte aussi de notre vie. Je sais pas comment l'expliquer, mais il faut se dire que c'est pas une fin en soi. C'est vrai que mon histoire est compliquée. Mais aujourd'hui, je suis dans un autre processus où là, j'ai envie d'évoluer. Donc, je me suis engagée politiquement. Bravo. Je me suis engagée politiquement. Je suis élue à la jeunesse sur ma ville. Donc, toujours la jeunesse. Hein, c'est vraiment quelque chose qui me porte à cœur. Au quotidien. Voilà, à cœur. Et pareil, au début, je me suis dit, c'est pas fait pour moi. Parce que j'ai toujours ça qui résonne dans ma tête de ma mère. Tu es nul, tu es nul, tu es nul, tu sers à rien. Personne ne veut de toi. Tu t'affiches. Et moi, en fait, je me dis, maintenant, tu vas te challenger. Et aujourd'hui, c'est un gros challenge. Parce que, être élu, ça a une influence sur la ville. Hein. Ça a une influence sur la ville. On est exposé quand même. On n'est pas seul. On est autour d'une équipe. Ce sont souvent des personnes qui n'ont pas vécu la même histoire que nous, qui ne connaissent pas mon histoire. Ouais. Donc, des fois, je vais être à fleur de peau. Des fois, quand tu entends certaines histoires de jeunes. Exactement. Ouais. Des fois, même en travail inter-équipe, je vais me sentir rabaissée parce que j'ai tellement été rabaissée par ma mère. Donc, j'ai ce complexe d'infériorité qui est très fort chez moi. J'ai le complexe de l'imposteur aussi. Ouais. J'adore ce que tu nous dis. Qui est très, très fort chez moi. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi le syndrome de l'imposteur? En gros, c'est que je sais que j'ai des... Enfin, c'est même pas que je sais, c'est qu'on me dit que j'ai des qualités professionnelles, relationnelles, mais j'arrive pas, en fait... à les conscientiser, j'arrive pas à les mettre en application, et donc du coup à chaque fois que je suis sur un emploi ou sur une mission ou sur un projet, je me mets en recul, j'arrive pas à prendre les choses qui viennent, je cherche toujours des excuses pour ne pas faire ou ne pas me mettre en avant. Et ça c'est très compliqué, et c'est pour vous dire en fait à toutes que si on laisse une personne, qui que ce soit, et notamment sa mère, en fait, avoir cette emprise-là, ça joue énormément sur notre vie future, sur notre vie familiale, sur aujourd'hui. Famille, enfants, couple, travail. C'est ça. Moi, même si j'ai coupé les ponts, ça fait 1 an et demi, je sens que je suis hyper fragilisée. Je sens que je suis nerveuse aussi. Je peux vite je suis pas susceptible parce que je trouve que c'est différent. Mais je te braque vite. Voilà, je me braque vite, je suis dans l'agressivité. C'est le rejet, c'est la blessure du rejet qui fait ça. Exactement, la blessure du rejet.
Et ça demande du travail. Et il faut pas attendre. Il faut pas attendre. Faut pas écouter les autres qui nous disent non mais c'est pas grave. Moi j'en ai plein encore aujourd'hui qui me disent appelle-la même si elle te parle pas. Mais comment c'est de la communauté ou c'est un peu tout le monde? C'est de la communauté. C'est ce que j'allais dire. C'est de la communauté. Très souvent, c'est souvent nous qui comprennent pas. Mais comment on peut donner ce genre de conseil à une personne? Parce qu'on n'avait pas été éduqués pour renier nos parents. Est-ce que la personne, elle accepterait que... Mais oui, ils acceptent eux-mêmes. Mais dans la communauté, les gens acceptent ça. Tu sais, Fatou, même les gens qui me conseillent ça, c'est les gens où ça va bien. Parce que je te jure que les gens où ça va mal, tu peux pas conseiller ça à quelqu'un. Et c'est là où je me dis, mais c'est facile. C'est facile pour toi de me dire ça. Mais t'inquiète pas que quand moi j'appelle ma mère et qu'elle fait au revoir, je pense que tu vas pas t'amuser à appeler. Tu sais que comme ça tous les jours, donc tu vas pas appeler. Donc comment tu peux me conseiller si tu veux, tu m'écoutes vraiment, si tu comprends vraiment mon histoire. C'est parce qu'elle comprend pas. Voilà. Et en plus, elle part sur le principe que traditionnellement, culturellement, et en plus, elle va appuyer ça par des versets coraniques, que si tu romps les liens familiaux, c'est un péché. C'est ça. Donc, ils te mélangent avec Dieu. Ils comprennent pas. Mais c'est pour ça que je veux parler à ces personnes-là pour leur dire attention quand vous conseillez les gens. Écoutez vraiment l'histoire de la personne. J'adore. Parce qu'en fait, vous êtes en train justement de la faire reculer quand vous dites des choses comme ça. Vous l'avez tué même, sans vous rendre compte. On souffre déjà assez comme ça. Si c'est pour que vous fassiez le deuxième rôle, parce qu'en fait, voilà, vous êtes en train de faire comme ma mère, en fait. Ah oui. C'est encore plus, ça fait mal. Voilà, tu m'écoutes pas. En fait, tu es juste en train de me dire rabaisse-toi, tais-toi, fais. C'est vrai que l'au-delà, c'est hyper important, mais pour le moment présent, qu'est-ce que tu fais pour moi? Donc, je dois rester avec ma souffrance jusqu'à que Dieu m'autorise à aller dans l'au-delà. Mais il faut bien qu'on soit quand même sérieux 2 secondes. Moi, j'ai pas besoin d'entendre ça. Donc, c'est pour ça que aujourd'hui, je suis là pour dire aux gens, il faut s'écouter, en fait. Si tu sens que tu dois arrêter, et je suis pas en train aussi d'accuser les femmes qui restent dans ça. C'est vraiment, chacun sa vie. Exactement, chacun sa vie. Si tu sens que tu as besoin de ta mère malgré le fait qu'elle te maltraite, c'est ton choix. C'est ok. Voilà. Moi, il faut juste s'écouter. Si c'est un bien pour toi, tu le fais. Si c'est un mal pour toi, recule, écarte-toi. Voilà, écarte-toi et t'inquiète pas que ça va payer. Et aujourd'hui, moi, je le vois très bien que ça paye. Après, comme je vous ai dit... ça paye, ma lumière, tu es élue aujourd'hui. C'est vrai, exactement. Je suis désolée, en termes d'ascension professionnelle... Ma mère, elle a voulu que mon mal, elle a voulu que je sois en bas. Et aujourd'hui, elle ne sait pas tout ça. Ma mère, elle s'est jamais intéressée à moi, en fait. Elle ne sait même pas ce que j'ai fait scolairement, ce que j'ai fait comme formation. Aujourd'hui, vous lui posez la question, là, tout de suite. Je sais juste qu'elle s'appelle comme ça. Voilà, tu lui poses la question tout de suite. Elle sait juste, voilà, mon nom, prénom. Mais mon âge, elle ne sait pas. Bon, comme beaucoup de parents africains, de toute façon, ça, c'est pas très grave. Mais même, et encore... À chaque fois, on dit c'est pas très grave, mais quand même. C'est la courtoisie, tu vois. Ouais. Après, à toi, ma lumière, de prendre beaucoup de recul quand les gens ils disent ça, parce que c'est pas pour te faire du mal, c'est la blessure qui parle. Ouais. Oui, quand les gens te disent ça, c'est la blessure qui répond. Ouais. Alors qu'en réalité, les gens, ils ne peuvent pas savoir ce qui se passe en toi. Ils le disent juste parce que c'est la politesse, tu vois. Donc, tu es dans un travail et tu vas arriver jusqu'au bout. Je vais te donner des conseils pour t'aider à guérir de cette blessure qui n'est pas facile, mais elle guérira. J'espère. Je te fais la promesse. Tu vas suivre le média bien parce que c'est une nouvelle. Vous savez, les lumières, c'est une nouvelle lumière. Elle connaît pas beaucoup l'émission. Donc, quand elle va comprendre dans quoi elle est venue, c'est ça. Ça va vraiment changer. Ça va vraiment changer. Non, c'est sûr. J'attends les témoignages. Tu guériras. Je t'en fais la promesse. Si Dieu le veut, tu en guériras. Ça prendra le temps. Mais pas autant que ça parce que avec le média, avec les conseils que je vais te donner, puis la thérapie, ça va aller beaucoup plus vite que tu le crois. Si Dieu le veut. Merci. Si tu écoutes bien. Hein. Écoute. Je veux juste, avant de te passer à la morale, je veux juste que tu nous dises pour la communauté, pour toutes les personnes résilientes, pour toutes les personnes ambitieuses, pour toutes les personnes qui ont envie d'avoir un impact, pas forcément que sur la jeunesse, mais sur la société africaine ou européenne, occidentale, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport, aujourd'hui tu es élu. On sait qu'aujourd'hui la politique en France est en train de changer. C'est ça. On voit de plus en plus de personnes, d'enfants d'immigrés prendre des places comme maire, tout ça. Et sachant quand même qu'on est quand même une communauté parfois qui peut négliger la place de la politique dans notre société. C'est ça. Que ce soit même en Afrique, mais je pense qu'en Afrique c'est un peu plus impliqué, merci, que nous qui sommes nés ici et qui... je suis d'accord. Voilà. Qu'est-ce que tu peux conseiller, s'il te plaît, ma lumière? Moi, en fait, je me suis engagée politiquement parce qu'on m'a jamais donné ma voix en tant qu'enfant déjà. Et là, en tant que citoyen, on nous donne notre voix.
il y a des moments, voilà, où on a la possibilité de voter et il faut saisir. Parce qu'en laissant les autres choisir pour nous, on se rend compte en fait qu'on passe à côté de sa vie. Et voilà. Et moi, j'ai vu comme ça. Je me suis dit, mais quand je l'ai vu cette porte au début, ben toutes les peurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, ben en fait, je me suis dit, mais là, t'avais pas le choix. Mais là, maintenant qu'on te dit, prends cette porte-là, t'as la possibilité de faire changer les choses dans ta ville, d'aider justement ben, la jeunesse. Voilà. C'est pas parce que tu as une histoire chaotique que tu vas rien leur apporter. Au contraire, cette résilience, cette persévérance. Je dis pas qu'il faut avoir vécu pour comprendre les gens, mais c'est quand même un plus. Ouais. Et c'est ça, en fait, que je veux pas forcément leur raconter ma vie à ces gens-là. Hein. Mais en fait, je me considère maintenant comme une femme de terrain. J'ai compris, voilà, où étaient les enjeux, quels étaient les leviers qu'on pouvait utiliser justement pour éviter que ces histoires familiales aussi se reproduisent, éviter que cette jeunesse elle se perd. J'adore. C'est vraiment devenu un combat pour moi en fait. J'adore. Et ça devait passer par la politique. Parce qu'en fait, il faut que ce soit vu, il faut que ce soit papier, administratif, exact, physique. Et voilà, il faut que ce soit pas physique. Pas dans l'oral seulement. Il faut que ce soit physique. Et les enjeux pour une femme. Déjà pour une femme, pour une femme noire, musulmane, dans la politique. Alors, franchement, je ne vais pas le cacher, c'est compliqué. C'est compliqué de concilier les deux parce que, bien évidemment, dans notre pratique religieuse, on nous dit bien que la politique, c'est quelque chose de mal. C'est pas quelque chose de sincère, c'est quelque chose où c'est de la manipulation, quoi que ce soit. Moi, je veux dire aujourd'hui le contraire. C'est-à-dire que non, c'est pas... La politique, on en parle tous les jours, on allume la télé, on en parle. Donc pourquoi on va laisser les autres, entre guillemets, choisir pour nous, nous laisser... Ça dépend en fait, il faut ouvrir les oreilles correctement. Si on ouvre les oreilles correctement, si on suit les bonnes personnes, si on prend les bonnes infos, on se rendra vite compte que ça fait bon ménage la religion et la politique. Et c'est ce message-là aussi que je veux apporter. Merci. On ne se rend pas compte de l'impact de la politique, voire même on voit ça même très mal. Oui, on voit ça très mal. Et on ne se sent pas concerné. On se dit que comme on n'est pas représenté, en fait c'est une erreur de se dire que comme on n'est pas concerné, il vaut mieux pas qu'on s'en mêle. C'est ça. Et au final, voilà, il y a des décisions qui sont prises. C'est pour ça qu'il y a de moins en moins de choses pour la jeunesse, qu'il y a beaucoup plus de problématiques dans les familles, etc. Parce que voilà, il n'y a pas des personnes qui viennent porter le message. Voilà, le message qui viennent porter. Ça demande du courage. Hein. Moi, je dis pas le contraire, c'est pas facile tous les jours. Je suis confrontée à des avis différents. Je suis confrontée à des personnes justement qui n'ont pas vécu ce que nous on a vécu. Mais il en faut des personnes qui ont aussi le regard pas forcément bienveillant de cette jeunesse, donc enfant d'immigrés. C'est ça. Et moi, j'aurais pu me dire, voilà, t'as vécu ça, reste petit dans ton coin, va pas en faire trop. Mais non, j'ai envie de partager que... Le message que j'ai envie vraiment de partager, c'est que on peut vivre des souffrances, ça peut nous faire tomber, mais le plus important, en fait, c'est que de se relever. Autre question. Actuellement, tu vis en quartier ou pas? Non. Ok, mais tu travailles pour la ville, donc pour la jeunesse, donc tu travailles un peu pour tout le monde, c'est-à-dire les enfants qui sont dans la ville, les enfants qui sont un petit peu, on va dire, dans les banlieues, un petit peu les banlieues résidentielles, et les jeunes de quartier. Toi qui es né dans un quartier, qui a quitté le quartier, qu'est-ce que tu pourrais donner en conseil à ces jeunes personnes qui vivent au quartier, mais pour ne pas tomber dans les travers du quartier? Franchement, s'investir dans leur ville, c'est-à-dire et se saisir de tout ce qui est proposé. Et de ne pas se dire non mais ça c'est pas fait pour moi, il faut essayer parce que vraiment c'est dommage il y a plein de choses, souvent ils disent il y a rien, on s'ennuie, mais en fait ils essayent pas de sortir de leur zone de confort, sortez de votre zone de confort, allez rencontrer les gens. Ouais, parce que tout à l'heure tu l'as dit, avec maman on faisait rien, donc moi je sortais tout le temps. Et t'es pas tombé dans le travers de, les jeunes qui font, tu connais. C'est ça. Mais t'es parti dans la partie sociale. C'est exactement. Donc, la ville, les activités qu'on fait pour les jeunes. Les événements. Donc, en fait. Ça permet de faire des rencontres. Ça aide aussi professionnellement, ça aide scolairement. Donc, pousser nos enfants à participer aux activités de la ville. C'est ça. À s'ouvrir. Sans nous. Parce que là, il faut pas rester avec nous. Des fois, on a peur, tu vois. Donc, sans nous, il faut faire confiance à la ville. C'est ça. C'est ça que tu es en train de dire. Et sortir de sa zone de confiance. Il ne faut pas se dire non, mais ça, c'est pas fait pour nous. C'est le quartier. Voilà, exactement. Non, on a notre place partout. On a notre place partout. Ah oui, on a notre place partout. Et arrêter de complexer qu'on vient du quartier. Et
Ah oui. Alors oui, ouais, parce que ça, moi-même, je l'avoue. Et je suis la première des gens qui étaient... Pareillement. Non, je pense que ça, j'ai en train de guérir de ça, mais j'ai été très longtemps complexée que je venais du quartier. Et pour te dire la vérité, ma lumière, pour fréquenter des personnes qui n'ont pas grandi au quartier, pas forcément des blancs, hein, mais même des afros comme nous, mais qui viennent de... Je sais pas si on peut considérer que c'est des bonnes familles, parce que ça veut rien dire bonne famille, mais juste qui n'ont pas grandi avec... Enfin, qui n'ont pas grandi au quartier, donc ils n'ont pas le même langage que nous, ils n'ont pas les mêmes attitudes que nous, ils n'ont pas aussi... Parce que tu sais aussi, quand on est né au quartier, pas tout le monde, Dieu merci, mais certaines personnes en ont ce réflexe d'être dans la défensive et de savoir se défendre et d'être très cru, d'être très direct. Tu l'as pu le constater dans ma façon de parler. Voilà. Ça, dès qu'on arrive dans un autre milieu, on est très souvent jugé. C'est ça. Et on peut nous faire passer comme quelqu'un d'illégitime. Et donc, on a ce syndrome de l'imposteur qui vient très vite s'installer. Très vite. Tu vois. Donc, qu'est-ce que tu peux conseiller à tout le monde, hein, jeunes, adultes, comme moi? Moi, je trouve que quand on vient du quartier, il faut se faire accompagner par les... J'allais dire par des plus grands, mais par des personnes aussi qui ont réussi. Il faut oser aller taper à leur porte, leur dire, écoute, voilà, j'entreprends un nouveau projet, j'entreprends un nouveau travail. Est-ce que tu peux m'aider? Moi, je pense qu'il ne faut pas rester seul dans ces moments-là. Parce que des fois, on est son propre ennemi. On essaye de se convaincre à nous-mêmes, non, mais tu n'y arriveras pas, non, mais c'est trop compliqué pour toi, etc. Ou parce que tu viens de là-bas, donc on ne va pas t'accepter, on va pas te... Exactement. Aller vers les autres. Demander de l'aide. Se faire accompagner psychologiquement aussi. Ça, c'est des choses où aujourd'hui, je n'aurais pas ça. Ben, j'aurais du mal à vivre en société. Je serais peut-être devenue une sauvage, je sais pas. Mais en fait, ton histoire t'a permis aujourd'hui d'avoir cette place-là. Exactement. Toi, tu comprends beaucoup mieux les jeunes. Ah oui. Donc, bizarrement, derrière un mal se cache aussi un bien. Exactement. Derrière un mal se cache un bien. Merci, ma lumière. La morale. Fais-nous une morale. Donc, de tout ce que tu nous as raconté, première chose que tu te conseillerais à l'audience. La morale, en fait, c'est que souvent, on pense que l'amour, c'est suffisant, en fait, pour aller bien, pour gravir les montagnes, mais au final, il y a que l'amour de soi, en fait, qui compte. Il faut vraiment se faire passer en premier et de rien attendre des autres. C'est magnifique. Ouais. Les autres, c'est du plus. Ouais. Mais soi, c'est la base. C'est le grade, c'est le Graal, comme on dit, c'est la base. Et on s'oublie souvent. Et surtout quand la relation mère-fille, elle est très complexe. Il faut arrêter de se dire que elle est ma mère, elle a raison. Surtout quand on devient une jeune adulte, un adulte, il faut se faire confiance. Aimons-nous d'abord, c'est vraiment ma morale. Aimons-nous, et après la suite, elle ira bien. Deuxième morale, s'il y en a une autre. Non, j'en ai pas d'autres. Pour la partie professionnelle, il n'y en a pas une? Tu l'as dit, c'est vrai, mais... Alors, pour la partie professionnelle, je dirais que, un petit peu comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment sortir de sa zone de confort. Que derrière la porte, il y a quelque chose de magnifique qui nous attend et qu'on apprend toujours. Il n'y a pas d'échec. C'est vraiment cette mentalité américaine, j'espère qu'un jour, et canadienne, j'espère qu'un jour, elle sera vraiment ancrée en France parce que... Moi, on a parlé de mes succès, mais j'ai eu beaucoup d'échecs. Hein. Ah oui. J'ai beaucoup mais on ne parlait pas mal d'échecs, quand même. Voilà. C'est juste que c'était lié à ta mère, mais quand même. Oui, voilà. Mais ça m'a permis justement de grandir. La résilience. Voilà, la résilience, exactement. J'adore. Merci. Merci. J'ai adoré, j'espère que tu as apprécié l'émission. Pareillement. Franchement, c'est ta première... du bien. Tu as découvert l'émission il n'y a pas longtemps, mais tu as été une femme d'action, ça doit être venu direct. C'est ça. J'avais peur d'être un petit peu éparpillée. J'espère que, en tout cas... C'était magnifique. Ça a été compréhensible. Oui. Ouais. Et surtout que le message est bien passé. C'est pas pour attaquer ma mère, pour lui dire... Voilà. J'ai pas ça à régler avec elle. Voilà. Non, je te stoppe là. Voilà, exactement. Je veux pas que c'est pour aider les autres lumières, justement, à réaliser. Merci. Ouais, à réaliser que... J'ai adoré. Que nous sommes des personnes, nous sommes des humains. Voilà. Nous sommes les seuls. Exactement. Nous allons mourir seuls. Exactement. Très beau podcast. Je vais donner des conseils d'abord, et après je ferai la morale. Mais pour guérir des blessures de l'âme, c'est pas évident. Le problème, c'est que quand tu commences à guérir des blessures de l'âme, ça peut aussi transformer toute ta vie. Ça peut détruire tout ce que tu as fondé. Donc il faut prendre conscience que Dieu merci, côté famille, tes enfants, ton mari, ça va bien. Et que tu es un homme aussi résilient, fort et qui t'aime. Je sais que tu en es consciente, mais je te le dis. Donc, quand tu es dans ce processus de guérison,
fais attention de ne pas détruire ta famille. Oui. Parce que ça peut sauter. Oui. Je veux juste que tu sois consciente de ça. Tu as commencé la psychologue. Continue. Oui. Continue. Mais il va falloir ajouter la pratique. Parce que parler, là tu l'as fait. Oui. Tu as aussi ajouté une mission derrière cette expérience de vie. Ce que tu fais professionnellement, ça joue dans ta guérison. Ça va te permettre de comprendre pourquoi tu as eu ce vécu. En tout cas, tu as transformé cette épreuve, cette gravité, cette tragédie, on peut le dire comme ça, en une force. Donc ça, c'est la deuxième chose que tu as fait et bravo. Merci. Peu arrive à le transformer comme une force. Donc continue, parce que ça a de l'impact. La troisième chose, je sais qu'on n'en a pas parlé pendant le récit, mais je ne sais pas si tu crois en Dieu, si tu pratiques. Oui. Ok. Il va falloir que tu le mettes en prière. Il va falloir que tu demandes à Dieu comment dire ça? Tu vois, il me fait bugger là. C'est pas bien, hein? Chétan. Il va falloir que tu demandes à Dieu de pardonner ta mère. Oui. C'est pas facile. C'est vrai. Mais ça fait partie du processus pour pouvoir guérir de la blessure. Tu as conscientisé, tu viens de le comprendre. Tu as eu besoin aussi de comprendre un peu son histoire. C'est important, même si ça fait partie de la guérison, mais ça joue pas trop. Mais c'est surtout que tu as pris conscience qu'elle va jamais changer. Ça, c'était très important. Oui. Tu as pris conscience qu'elle était un danger pour toi, pour tes enfants, pour ton couple, pour ta vie professionnelle. Donc, tu as fait le tour. Et ça, c'était important. Donc maintenant que tu as fait le tour, il faut que tu pardonnes ta mère. C'est le plus dur. Oui. Il faut que tu la pardonnes pour pouvoir lâcher prise. Oui, aussi. La partie du pardon, il y a des exercices à faire. Je vais envoyer ça à mon assistante pour qu'elle te l'envoie. Je te l'offre gratuitement. Merci. Pour que tu puisses faire ce travail. Tu as fait pas mal d'exercices. Et fais cette partie-là. Dépose vraiment tous tes bagages. Tout. Tu en as fait une partie, mais vraiment, prends toutes les douleurs, les épreuves, la partie où elle t'a fait faire l'opération contre ton gré, la partie où elle a fait ton mariage, mais vraiment d'une manière que personne... En fait, toutes ces choses affreuses, tu déposes, ma sœur. Tu déposes. Ça passe par de la parole, ça passe par des écrits, ça passe par Dieu. Vraiment, quand tu finis d'écrire ça, donc je le dis aussi à mes lumières, quand tu finis de déposer tous ces bagages, et de venir vraiment sur chaque souvenir. C'est pas facile. Chaque souvenir, de l'écrire et de se dire, ça y est, je prends ce poids-là que j'avais là. Je l'enlève, ça y est, comment on dit ça? Je m'en débarrasse, je me dissocie. Je laisse se passer derrière moi, quoi, tu vois. Vraiment pour lâcher prise. C'est très important. À travers ça, il va falloir aussi que tu fasses des bains. D'accord. De purification. Il y a beaucoup d'imams, de rokia, des choses comme ça. Parce que le problème, c'est que le shaitan, le diable, là on est vraiment sur la partie spirituelle, adore appuyer où ça fait mal, adore appuyer sur la blessure. Et tant que la blessure est ouverte, tu vois, tu disais Fatou, je vis de frustration un peu... Tu vois, tu sais pas vraiment comment te comporter parce que la blessure parle très fort. Donc, il y a peut-être de la peur, il y a de la déprime, il y a de la frustration, il y a de la colère. Et tout ça, c'est des émotions qui sont importantes. Mais c'est des émotions, malheureusement, plus elles prennent de la place, plus elles laissent l'espace à une ambiance sombre. Donc, l'ombre. Donc, pour ramener la lumière dans ta vie, ramener vraiment, même si tu te bats, il va falloir vraiment sortir cette saleté. C'est ça. Cette saleté, parce que c'est de la saleté de toi. Et quand tu le fais, tu l'écris. Tu écris le nom de ta mère et tu la pardonnes pour tout ce qu'elle a accompli et tu lui demandes pardon. Quand tu vas dans ton tapis de prière, que ce soit pour les chrétiens ou que ce soit les musulmans, vous pouvez pratiquer à votre manière. Mais en tout cas, chez les musulmans, vraiment, quand tu vas dans ton tapis de prière, tu demandes à Dieu. Il y a des sourates aussi, je t'en ferai part, de pardon. Vraiment et tu demandes, vraiment, c'est le terme, donnez-moi le don du pardon. Oui, parce que il faut que tu le demandes à Dieu. C'est lui qui va te l'accorder. Vraiment le don du pardon. Le don du pardon. Ya Allah, je vous demande de me permettre de pardonner ma mère pour ça,
pour ça, j'arrive pas à le dire le mot, mais vraiment, je me dissocie d'elle, je la pardonne. Je la pardonne, vraiment devant vous, devant Dieu, je la pardonne. Le but de ça, c'est pour que tout ce qu'elle fera, à partir d'aujourd'hui, rien ne te touchera. Oui. C'est-à-dire que c'est un pervers narcissique, en fait. Et quand tu es face à un pervers narcissique, ce qui détruit le pervers narcissique, c'est l'indifférence. Tant que tu vas vers elle, tant que tu cherches de l'amour, tant que tu cherches de l'attention, elle est nourrie, tu la nourris. Oui. Elle aime te voir souffrir. C'est ça. Elle aime te voir malheureuse. Donc, quand tu prends une photo, tu mets dans ta story WhatsApp, tu es heureuse, là, tu la tues. C'est un combat que tu fais contre elle, là, quand tu es heureuse. Mais quand tu déprimes, que tu es malheureuse, que tu n'es pas bien, tu es dans ton foyer, tu as un mari qui te considère, qui t'aime, et tu veux déprimer parce que quelqu'un qui t'aime pas. Non. Sois reconnaissante, sois dans la gratitude des gens qui sont là, parce que le temps, il est précieux. Le temps, il n'est pas renouvelé, tu vois. Donc, tout ce temps que tu penses à quelqu'un qui ne t'aime pas, c'est ça. C'est enlever du temps aux gens qui te considèrent, qui t'aiment vraiment. Oui, et c'est vrai, c'est véridique. Je sais, je le sais. Donc, il faut que tu fasses ce travail-là de te dissocier d'elle, dissocier, et même si moi, je t'aime, tu as le droit d'aimer ta mère, mais tu n'es pas un bienfait pour moi. En islam, tu n'es pas un bienfait pour moi parce que tu me fais sortir de ma religion. Tu me mets plus dans la haine, dans la colère. Et si je rentre dans ça, je risque même un jour de te faire du mal ou faire du mal à mes enfants. C'est la preuve. Il y en a plein qui aujourd'hui reproduisent la même chose sur leurs enfants parce qu'ils n'ont pas eu d'amour. C'est ça. Donc toi, tu n'es pas ta mère. Heureusement. Tu n'es pas ta mère. Donc tu as compris. Mais alors, il va falloir faire ce travail spirituel. Donc thérapie. Il y en a plein d'autres thérapies. Il y a l'hypnose, il y en a plein. Il y a des trucs énergétiques, il y a des coachs qui vont te permettre aussi. Il y en a tellement. Mais la partie spirituelle, il ne faut pas la négliger. Il faut pas la négliger. Je pense que c'est même... Elle ne fait pas tout. Hein, parce qu'il y en a plein qui font la partie spirituelle, mais qui ne font pas la partie que tu fais. Ça ne marche pas. Ça. Je suis d'accord avec toi, c'est complémentaire. C'est complémentaire. On est fait de chair et d'esprit. Donc il va falloir travailler les deux pour pouvoir guérir pleinement. Et ça existe. On peut vraiment guérir d'une blessure de l'âme. Ça existe vraiment. Donc voilà les lumières. Donc je vais t'envoyer l'exercice. Il faut que j'y pense quand je t'enverrai l'exercice. Tu dis à mon assistante comme ça, au moins elle va me le faire rappeler. Je t'enverrai l'exercice. Super. Et vraiment pour toutes les personnes qui souhaitent une séance de coaching, qui souhaitent vraiment un accompagnement, n'hésitez pas à prendre contact. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Je peux vous accompagner vraiment à guérir des blessures de l'âme. C'est pas facile. Ça prend du temps. Mais c'est un investissement primordial pour avancer et pour être dans l'épanouissement personnel. Donc ça, il y a ça. Il faut couper les ponts. Après ça, tu coupes les ponts. T'es obligé. T'es pas forcément obligé de bloquer. Si t'en as besoin pendant un temps, bloque. Mais il faut bloquer. T'as pas le choix. Ah non, mais c'est la seule solution que j'ai trouvée aujourd'hui. Hein. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Et je veux que les gens le comprennent, c'est qu'il n'y a pas le choix. T'as pas le choix. Non. Ceux qui te disent t'es pas bien, t'es maudite, c'est pas vrai. Sinon, tu l'aurais vu dans ta vie. Ça se ressent quand une personne elle a la danka de ses parents, elle a la malédiction. Ça se ressent, tu vois. Ça se ressent, elle est perdue, elle a une vie bizarre. Mais c'est bizarre parce qu'il y a des gens qui ont une vie bizarre, ils sont pas danka de leurs parents. Mais en général, quand tu as la malédiction de tes parents, ça se ressent parce que tes parents, c'est pas des personnes mauvaises. C'est des personnes qui ont fait leur devoir, c'est toi qui as pris un mauvais chemin. Oui, exactement. Mais là, c'est pas la même chose. Tu es face à quelqu'un qui n'est pas un parent. Il faut être conscient, ce n'est pas un parent. Elle t'a mise au monde, ça s'appelle une génitrice. Oui. Ça existe. Et ça, le problème de chez nous, les communautés africaines, c'est improbable. Non, tu peux pas dire que tu as mis un enfant au monde, tu as souffert et tu n'aimes pas. Ben si, ça existe. Ça existe, malheureusement. Ça existe et il faut que les gens l'entendent. Ça existe. Et pas être tout bab, c'est pas être blanc. Oui. C'est ça le problème des Africains. Non, ça existe. Tu peux mettre un enfant au monde et pas le kiffer. Oui. Ça existe. Et elle a son histoire qui explique peut-être les raisons. Peut-être même c'est même pas ça. Hein. C'est ça. Peut-être c'est autre chose. On est sur des suppositions. Voilà. Mais en tout cas, de ce qu'on entend, voilà. Donc, j'ai fini ma lumière pour toi, pour les conseils vraiment. Merci beaucoup. Mets-les en pratique. T'as fait le plus gros. C'est sûr. Mais je te jure que sans celui-ci, ça va être trop compliqué. Je suis prête. Je sais. Sinon, tu serais pas venu ici. Exactement. C'est une émission où les gens, ils sont appelés. Si t'es pas appelé, tu peux pas passer. Et des fois, les gens, ils sont appelés contre leur gré. Mais toi, t'étais appelé. T'étais appelé. Tu verras que quand tu vas regarder l'émission, tu vas dire, ah ouais. J'étais vraiment appelée. J'étais vraiment appelée. Et merci à l'ami qui t'a recommandé, qui t'a forcé à venir. Tu vas voir, ça va changer ta vie. Merci à elle. Ouais, merci à toi, ma lumière. Ok, ma lumière. La morale de l'histoire. Vous savez, c'est pas la première fois qu'on fait des podcasts où il y a plusieurs lumières qui dénoncent le comportement dégueulasse. Moi, je dis le terme.
dégueulasse des parents. Tous les parents ne sont pas des parents. Là, je dis le terme. Hein. Tous les parents ne sont pas des parents. En apparence, ils sont nos parents. Mais dans la vraie vie, quand on regarde dans le monde physique et dans le monde spirituel, ils n'en ont pas le comportement. Encore une fois, les lumières, il ne faut pas se baser par rapport à ce qu'on s'imagine, ce qu'on aimerait se projeter, ce qu'on aimerait croire, ce qu'on désire. Non, il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans le podcast, parfois quand vous voyez une situation, regardez, dissociez juste le lien que vous avez familial avec la personne. Si exemple là, c'est dans le cas de la lumière, c'est sa mère. Si on enlève juste dans sa tête, on reste dans le côté raison, pas le côté émotionnel, le côté raison. Si j'enlève que c'est ma mère, quand je regarde le comportement, est-ce que c'est une personne que je dois fréquenter ? Est-ce que c'est une personne à qui je dois donner de mon aura, de mon étoile, de mon temps, de mon énergie, de mon attention, de mon argent ? Quand on regarde les faits, si vous avez fait la distinction, juste vous enlevez ce côté-là, vous mettez juste de côté et vous regardez, vous voyez qu'il y a plus de non que de oui, barrez-vous. Barrez-vous. Je sais que mon émission fait de plus en plus peur parce que plus on avance, plus on rentre vraiment dans des choses très taboues chez nous. Très taboues. Là, je précise chez nous parce que ça se faisait déjà chez les Blancs, désolé du terme, ça se faisait déjà chez les Occidentaux. C'est juste qu'on avait associé ces comportements-là à des comportements de mécréants. Il faut que je dise les termes. Oui. Alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous savez, la mécréance, ce n'est pas forcément une personne qui assume de dire que je suis athée. La mécréance se fait aussi chez nous, les Africains, les Afros. C'est juste que chez nous, chez les Afros, ça ne se dit pas que je suis pas musulman ou je suis pas chrétien. Ça ne se dit pas. C'est quelque chose qui est tabou. Ça ne se dit pas. Ça se dit de plus en plus. Je suis dans les ancêtres. Voilà, on entend de plus en plus d'Africains nous dire qu'ils sont pas dans la religion, mais mais sinon, en globalité, le continent africain, c'est un continent croyant. Donc, toutes les personnes qui ne croient pas en Dieu ne diront pas qu'ils ne croient pas en Dieu. Ça ne se dit pas. Mais quand vous voyez les faits, quand vous regardez les faits, est-ce que c'est un comportement islamique ? Est-ce que c'est un comportement croyant ? Est-ce que c'est quelqu'un qui a la foi quand on regarde ça ? Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut être dans la raison. Il faut être lucide. C'est très important. Peu importe la personne, peu importe le lien, peu importe le lien du sang. Je ne suis pas en train de vous pousser à rompre les liens de famille parce que je sais que ce n'est pas croyant, on va dire. C'est pas Dieu qui recommande ça. Mais si vous êtes croyant comme moi, vous savez que le prophète Abraham, son père, n'était pas dans la foi. Il croyait... Là, désolé, on est rentré dans des trucs très religieux. Vous connaissez mes lumières qui ne sont pas dans la religion, mais je suis obligée pour conscientiser la communauté dans laquelle elle vient parler, parce que c'est pas toutes les communautés qui vivent ça, c'est vraiment dans la communauté chez laquelle elle a précisé. Et c'est vrai, chez nous, les Westaf, c'est très compliqué. Et c'est pas que la personne... c'est compliqué. C'est très compliqué de renier ses parents. C'est très compliqué. Et c'est limite, on va vous isoler, on va vous rejeter. Vous allez être rejeté de la communauté si vous faites ça. Vous comprenez ? Et pour vivre dans l'isolement, c'est très difficile. Accepter la solitude, c'est très difficile. La solitude choisie et la solitude subie, c'est pas la même chose. La solitude subie, ça pousse au suicide. Ok ? La solitude choisie, ça permet d'être épanoui. Donc il faut que vous faites la distinction, les lumières, entre ces deux choses. Donc, pour pousser les lumières qui vivent des choses similaires à la lumière à côté, vous devez conscientiser. Faites vraiment la distinction et la raison. C'est pas facile d'avoir la raison parce que quand le lien est aussi fort que ce lien-là, c'est renier toute une partie de son identité. Mais je vous le dis, la fondation vient des parents. Mais ce n'est pas eux qui créent votre nouvelle version. Elle l'a dit, la lumière, et c'est une réalité. On est né seul, même si c'est la personne qui nous a mis au monde. Elle nous a mis au monde, mais on reste quelqu'un qui est né seul. On va mourir seul. Toutes les missions, les actes, les épreuves, toutes les choses que vous allez vivre dans ce monde, ce sera sur votre balance à vous. Si le parent a décidé de faire son devoir, Dieu merci, il va récolter sa part. Mais s'il a décidé de ne pas prendre, c'est son problème. Il va payer la conséquence de ça. Mais ça ne doit pas être une raison pour vous
d'être dans la tolérance de la cruauté, d'être dans la tolérance de la maltraitance envers soi-même, parce que ça devient de la maltraitance envers soi-même quand vous savez les signes, vous voyez les signes, vous conscientisez, vous le savez, les gens même extérieurs qui comprennent pas au début, quand ils viennent, ils essayent de rapprocher et qu'ils voient que la personne est c'est pas possible, et qu'ils disent on a essayé, ça veut dire que la preuve est physique, elle n'est même plus spirituelle, elle est physique. C'est à vous de vous protéger, les lumières. Les parents, oui, ce sont les personnes sur qui on doit chercher leur baraka. Oui, c'est vrai. Mais lorsque un parent est dans ce genre de situation, il vous pousse à faire des choses dangereuses pour vous-même. Et la lumière, c'est parce qu'elle a un mental d'acier. Sinon, ça pousse au suicide. Et vous le savez bien, le suicide, c'est haram. Quelque chose qui vous pousse au suicide, vous devez vous en éloigner. Quelque chose qui vous pousse à perdre votre foi en Dieu. Parce que vous allez commencer à demander, mais Dieu, il y a quoi? Vous allez remettre en question Dieu. C'est pas Dieu. C'est le sorcier qui est là. C'est un sorcier. Le pervers narcissique, c'est un sorcier. Vous devez le comprendre. C'est un sorcier. Il est dépourvu d'empathie. C'est pas facile, en tant qu'enfant. Je comprends. Mais vous devez le comprendre. Et vous devez vite conscientiser. Je suis pas en train de parler à la génération qui veut le faire bordel dehors et qui disent, ma mère et mon père. Non, on n'est pas en train de parler à ces gens-là. Vous avez bien écouté ce qu'elle a subi, la lumière. Quand vous savez que vous rentrez dans les cases de cette personne, vous vous en rapprochez, les lumières, prenez vos dispositions et barrez-vous. À plusieurs reprises, j'ai parlé à des lumières. J'ai même fait un podcast toute seule où j'engueule une lumière parce qu'elle est dans ces histoires de ma mère. Non, libère-toi, ma lumière. C'est pas ta mère. Prends Dieu comme ta mère, c'est mieux même. Wallahi, ta baraka sera plus élevée. Et vous allez voir que l'élévation est là parce que la preuve, l'élévation est là. Elle vous l'a dit, c'est juste que les gens, ils veulent pas trop parler de leur réussite, mais quand même, on le comprend, la personne, elle est élue, la personne, elle a trouvé du travail, la personne, elle a un mari bienveillant, la personne, elle a eu ses enfants, machallah, elle prospère dans sa vie. Est-ce que la baraka de sa mère est vraiment là? Est-ce que, la malédiction de sa mère est vraiment là? Posez-vous la question. Il y a des gens, vous posez-vous la question. Ils se sont éloignés de cette personne, c'est là même leur vie s'élève. Posez-vous la question. Une maman qui nie la discorde entre les frères et sœurs. Subhanallah, on est où là? Donc, j'ai fait une morale, vraiment, j'ai insisté parce que c'est pas la première lumière qui vient de dénoncer des parents. Il y a des parents, c'est des monstres. Vous devez être conscient. Et vous devez vous réveiller très vite. Quand vous sentez que vous êtes dedans là, réveillez-vous et barrez-vous. Préparez votre plan. Un pervers narcissique est très calculateur. Donc, préparez votre plan, soyez très discrète, faites semblant, jouez le rôle. Jusqu'au jour où il y a l'opportunité, barrez-vous. Barrez-vous très vite. Très, très vite. Et très loin. Très loin. Elle n'a pas besoin de savoir votre adresse. Elle n'a pas besoin de savoir votre adresse. Et puis, Dieu merci, elle n'est pas tombée sur des problèmes de maraboutage, mais il y a des darons qui maraboutent leurs gosses, les lumières. N'envoyez plus d'argent à cette personne. C'est moi qui vous le dis. Ou si vous voulez lui envoyer de l'argent, vous passez par quelqu'un d'autre. Vous passez plus en direct parce qu'elle va péter vos finances. Elle va péter vos finances si elle est dans la spiritualité. Elle va péter votre mariage. Ça s'appelle la jalousie. Elle veut vous détruire, elle a la haine. Elle déteste tellement ses gosses qu'elle peut les tuer. C'est juste qu'elle n'a pas fait parce que elle sait que physiquement, si elle fait, elle va en prison. Donc, il y a un peu de conscientisation. Mais sinon, là, il y a des parents qui ont tué leurs enfants. Ça existe, on a vu. Vous dites, c'est les blancs. C'est pas que les blancs, ça existe chez nous. On a vu, entendu. C'est juste que chez nous, on n'assume pas qu'il y a des fous chez nous. Et on n'assume pas. Ne créons pas d'autres monstres. La lumière, c'est quelqu'un qui est une lumière. C'est pour ça qu'elle est appelée à changer. Mais il y a des lumières, il y a des personnes, là. Quand ils ont eu des parents monstres, ils sont devenus pires que leurs parents. On a vu, on a entendu. Ça crée d'autres monstres. Donc non, ne soyez pas des monstres comme vos parents. Pour ceux qui expérimentent ça. Soyez tout le contraire. Soyez miséricorde. Soyez serein. Soyez dans la paix. Soyez dans la lumière. Soyez dans la solidarité. Soyez vraiment quelqu'un de bienveillant. Mais lucide. Avec la raison. Il n'y a pas d'autre morale. Elle a tout dit, la lumière. Et j'ai pas très envie de faire d'autre morale parce que c'est l'essentiel. J'ai envie que vous restez sur ça. Assumez. Et pour toutes les personnes de la communauté qui ne comprennent pas ce qu'on a dit ici et qui sont dans le rejet, envoyez la vidéo. Envoyez la vidéo à vos parents. Ouais. Dites Fatou, maintenant elle a commencé à faire des histoires comme ça. Ouais, Fatou, elle a su. Moi j'ai mes parents, j'ai ma mère, j'ai mon père, j'assume tout ce que je dis. S'ils entendent, c'est alhamdoulilah. S'ils n'entendent pas, alhamdoulilah. On est arrivé à ce niveau-là. Là. Parce que ça aussi, dans la communauté, je l'ai assez vécu que quand je dis des choses qui ne vous plaisent pas, vous envoyez la vidéo à ma famille. Ça ne change rien. C'est ça que vous devez comprendre. Pour toutes les personnes qui ont entendu ce podcast, on a mis une cagnotte mise en place.
Vous avez vu l'importance de cette cagnotte. On a besoin de solidarité, on a besoin de sponsoriser nous-mêmes notre mission. Ouais, les combats sont là. Les combats sont là, mais la lumière est plus forte que l'ombre. Dieu est plus fort que le shaitan. C'est ça que vous devez comprendre. Mais c'est à vous de prendre les bonnes décisions. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo et de toutes les vidéos qu'on va diffuser sur ce mois de juillet et sur ce mois d'août. Je compte sur vous, ma communauté. Vous qui avez vraiment compris ce podcast et qui comprenez. Vous avez vu la lumière, elle vient de nous découvrir. Elle ne me connaissait même pas. Elle va découvrir l'émission, elle va comprendre l'impact qu'elle a eu. Elle n'en est même pas encore consciente de ce qu'elle vient de faire. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est grâce à toutes les personnes qui partagent ce média, qui partagent les épisodes et qui changent le cours de leur vie. Pour continuer à avoir de l'impact sur cette société, sur notre société africaine et occidentale, je vous demande les Lumières de participer à cette cagnotte. On en a besoin tous, pas que moi, pas que l'entreprise Ombre et Lumière, tout le monde, toute la communauté des Lumières, toutes les personnes encore qui sont dans l'ombre et qui ont besoin de cette lumière. Je compte sur vous, mes Lumières. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Moi, je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Bye bye.